C'est quoi un vrai artiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui décide qu'il produit de l'art, quand bien même il ne ferait pas grand-chose d'original, ou quelqu'un qui persiste sans cesse dans la voie un peu dingue qu'il a choisie, même quand c'est difficile et qu'il est le seul à y croire? Comme moi, vous avez probablement déjà vu le travail de Jean-Baptiste dans la ville, sans savoir qui se cachait derrière ces portraits sous verre collés sur les murs. Comme moi, vous les avez certainement intégrés dans vos photos. Et aujourd'hui, comme moi, vous allez découvrir qui se cache derrière ce travail et pourquoi il fait tout ça. À son évolution photographique où les différentes phases de sa vie se répondent en boucle, répond son évolution personnelle à travers le changement de son regard sur les autres. Mais aujourd'hui, pour une fois, c'est son portrait à lui qu'on va faire. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Jean-Baptiste Pellerin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Julien. Au moment où on lance l'enregistrement, il y a un mec qui se met à klaxonner comme un dératé en bas de chez toi. C'est pas moi en tout cas. C'est un classique, c'est un grand classique des enregistrements, mais c'est pas grave, il va s'arrêter. Je pense que le camion qui le bloquait Dans a ces dû trucs, partir. ça peut se renouveler. Ouais, mais... c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit en arrivant. J'ai dit si jamais sa fenêtre donne sur la rue est relativement étroite, il y a plein de magasins à droite à gauche. J'ai dit ça, c'est une rue où il y a des camions de livraison qui s'arrêtent. Il y a même aussi des bagarres, il y a tout ce qu'il faut. T'inquiète pas, ça peut être sympa. Ça va être fait qui ça aide pour la photo de rue, non? Ouais, au fond, je fais pas trop de photos de bagarre pour te dire. Non, mais bon, ça peut être assez animé. On va commencer en disant ça. Je t'ai longtemps connu sans savoir qui tu étais. Le livreur n'est pas parti. Je t'ai longtemps connu sans savoir qui tu étais. Alors j'ai longtemps, en faisant de la street photographie, je suis longtemps tombé sur tes photos accrochées au mur de Paris. Il se trouve qu'une de tes photos est accrochée à Passy depuis quelques temps et que je passe assez fréquemment devant. Et donc je connaissais ton travail sans te connaître. Je n'ai jamais fait la démarche d'aller chercher plus loin que ce que je voyais dans la rue. C'est mal. Et je trouvais que c'était un travail intéressant. Et des fois, le bon travail se suffit à lui-même. En fait, il n'y a pas de besoin absolu de connaître ce qu'on voit plus loin que ça. Tu vois, c'est un truc que je trouve ridicule dans la musique, par exemple. C'est quand tu veux tout savoir de la personne qui chante, alors qu'en fait, la chanson est bonne et ça devrait être suffisant. C'est vrai, mais disons que chacun fait un peu comme il veut sur ce côté-là. Tu peux aller rechercher, tu peux juste le voir. Moi, je sais que j'ai vu des travaux de street artistes à l'ancienne des années 80, Mystique, Nemo ou autres, sans jamais franchement connaître leur nom et savoir qui ils étaient. Mais à chaque fois que j'y voyais ce qu'ils faisaient, ça me touchait et en tout cas, je les voyais. Hein. Mais ce qui est important, et je pense que c'est aussi un truc qui est plutôt très positif, c'est que même si c'est pas toujours la même photo, mais par contre, je t'ai reconnu à chaque fois. C'est-à-dire, je sais que c'est toi. Il y a un style, il y a une patte, il y a quelque chose, et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, en fait, je t'ai longtemps vu comme ça, et un jour, en fait, on a tourné une vidéo avec Guillaume, qui a également tourné une vidéo avec toi, et on passe à Passy, on passe devant cette fameuse photo que je vois régulièrement, et je lui dis, j'aime bien ça, il me dit, mais je le connais, je l'ai interviewé, du coup, c'est comme ça que j'ai su qui tu étais, et que je t'ai découvert, et qu'on se retrouve aujourd'hui. Un petit bonjour à Guillaume au passage. Alors. Exactement, un grand bonjour à Guillaume au passage, qui est souvent dans le podcast, parce qu'on a un épisode interview, un épisode libre antenne. Je le dis pour les gens qui veulent y participer. Donc, un dimanche sur deux, on enregistre une libre antenne où tous les auditeurs sont invités à participer sur le Discord de Dans l'œil du photographe. Et Guillaume est le modérateur de la libre antenne. Donc, c'est lui qui décide qui passe à l'antenne ou pas. Et voilà, donc on travaille assez régulièrement ensemble. Je vais te laisser parler quand même un petit peu. T'inquiète pas, c'est quand même un épisode je finis mon café, j'en profite. Consacré pour toi. On va commencer par la même question que je pose à tout le monde, à savoir l'elevator pitch. Tu es dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi et à 3 étages, tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, déjà, je ne le reconnaîtrai pas, donc je dirais bonjour monsieur. Et s'il me pose la question de qui je suis, 3 étages, tu dis, ça dépend un peu de la vitesse. Moi, mon ascenseur, il est très lent ici. Je ne tiendrai pas les 3 étages. Mais je suis photographe de rue, je suis portraitiste de rue, c'est-à-dire que j'arrête les gens dans la rue pour leur demander si je peux faire une photo d'eux. Et une fois que la photo est faite, si elle est bonne, je la tire, je la fabrique à l'intérieur d'une plaque entre de la céramique et du verre et je vais la coller la nuit dans les rues de Paris et autres endroits où je vais, d'autres pays, d'autres villes. À la Invader.
Ouais, un peu, ouais, carrément. J'aimerais insérer là, c'était pas prévu dans l'interview, mais on a eu cette discussion juste avant d'enregistrer où tu m'expliquais un petit peu ton cheminement professionnel. Je pense que ce cheminement professionnel, je l'avais pas vu en préparant l'épisode parce que forcément tu me l'as raconté d'une manière que tu l'as probablement pas raconté avant, ou en tout cas qui n'est pas sorti intégralement en interview, mais je trouve que c'est justement assez intéressant de voir d'où tu viens, parce que les gens qui peuvent voir de la street photographie et se dire c'est facile, je peux le faire aussi. Non, c'est pas facile, on peut pas le faire aussi. Il y a toute une histoire derrière, il y a 20 ans de boulot. Avant ça, j'aimerais bien que tu Comment me ça, racontes 20 ans plus, tu veux plus dire? que ça Mais encore, oui. mais je veux dire, quand tu me l'as présenté, tu m'as dit 20 ans plus les 10 ans que ça a pris d'arriver à ce livre-là. Est-ce que tu peux me refaire Sauf rapidement que cette... t'as oublié les autres 10 ans d'avant. en plus. Ouais. Non, c'est plus de l'ordre de 40 ans que de 20 ans, parce que j'ai commencé la photo, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, avec mon premier appareil. Et ensuite, aujourd'hui, j'en ai 56. Tu les fais pas. Et j'ai toujours fait des photos, donc non, ça fait beaucoup plus de 20 ans que 20 ans. Mais c'est parce que tu as l'air jeune que j'ai dit 30 ans. Ouais, bah écoute, hein, je le prends bien. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ben, moi, j'ai fait de la photo un petit peu comme tous les jeunes, avec mon petit appareil photo que mon père m'avait offert d'ailleurs. J'en parle dans la préface du livre. Ouais. Et donc, j'ai commencé directement, je suis sorti dans la rue, j'ai fait des photos avec les copains, on faisait des photos. Je faisais des photos. D'abord des copains, des gens qui voulaient bien, mais surtout je faisais de la photo volée. Et moi, c'est Doineau qui m'a donné envie de faire de la photo, donc c'est sûr que je faisais du noir et blanc et de la photo dans les rues de Paris. Et puis ensuite, j'ai fait une école de photo. C'était une école qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était vraiment une école faite pour faire des professionnels. Hein. C'était pas du tout une école d'art. Le prof, il y avait un prof unique, c'était un vieux monsieur, assez fascinant. Qui s'appelait Henri Coste et en fait c'était plus qu'une école, c'était un stage qui était censé lancer des gens à la photo professionnelle. Donc certains étaient des jeunes comme moi qui avaient jamais vraiment travaillé, puis d'autres c'était des gens qui avaient bossé, qui avaient jusqu'à 40-45 ans. Il y avait vraiment un mix de tout ça, on était 10 par an. Et donc j'ai fait 2 ans d'école avec lui. J'ai appris énormément. Non pas la technique, mais j'ai appris des tas de choses comme la couleur qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Et sorti de cette école-là, j'ai décidé qu'en fait la photo professionnelle, c'était pas fait pour moi. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai fait les photos que j'avais envie de faire, toujours dans la rue, pas mal de voyages, et en photo volée bien sûr. Et puis au bout de 10 ans, j'ai commencé un petit peu à être fatigué des petits boulots qui me faisaient vivre, et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de me lancer dans la photo professionnelle. Et le hasard m'a amené à devenir professionnel à partir de 2001, dans un créneau qui était pas forcément celui qui m'attirait le plus, mais c'est le hasard des choses, c'était plutôt dans la décoration. Et j'ai travaillé jusqu'au Covid. J'ai travaillé pour des magazines de déco et pour de l'édition aussi, et j'ai pas mal travaillé. Et voilà, et donc ce que je te disais tout à l'heure hors antenne, c'est que ce bouquin fait de ces 10 dernières années de photos dans la rue et de portraits, j'ai beaucoup été... je pense que l'influence de toutes ces années professionnelles m'ont beaucoup aidé m'ont beaucoup apporté. Ouais. Voilà, et j'en parle pas souvent parce que c'est sûr qu'entre la photo de déco, il n'y a pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qu'on photographie des canapés, des gâteaux, des fleurs, n'importe quoi. Une photo, c'est une composition, c'est des forces, c'est des lignes, c'est de la couleur, c'est de la lumière surtout, et qu'on le fasse avec un SDF dans son sac de couchage dans la rue ou un bouquet de fleurs, d'un point de vue composition, d'un point de vue image, c'est la même chose. Ouais. C'est que le sujet qui change. C'est beau. J'ai parlé longtemps là. Hein. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien, c'est intéressant de voir ça, mais c'est juste, je voudrais pré-répondre à tous ces gens qui disent c'est facile, parce qu'il y a des gens qui disent c'est facile. Moi, j'ai essayé, je sais que c'est pas facile, mais on pourrait avoir cette impression. Il y a effectivement l'aspect aller parler aux gens qui est une chose. Il y a aussi l'aspect savoir ce qu'on fait et le faire bien. On va voir tout au long de l'épisode, parce qu'on en a parlé un petit peu avant,
tout ce que ça implique comme réflexion de ta part quand tu fais une photo, au-delà de j'ai parlé aux gens, j'ai obtenu leur accord et je vais les placer, il y a 1 milliard de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on va y revenir, mais voilà, c'est pour dire que tu as un vrai background de photographe pro. Et quand je dis pro, c'est pas simplement qui a été payé pour faire des photos, c'est quelqu'un qui a été payé pour trouver des solutions et des vraies solutions à des vrais problèmes j'arrive le matin, rien ne va, et comment je fais fonctionner tout ça en fait, ce qui est quand même le vrai métier. Je rajouterais que je n'ai pas que un background pro, comme tu dis, parce que pro pour moi je l'associe vraiment à gagner de l'argent avec son travail. Quand je suis arrivé et que j'ai commencé à devenir professionnel, j'ai toujours considéré que j'avais un atout supplémentaire par rapport aux autres, qui était que je venais de la rue, c'est-à-dire que je venais de la photo perso. Et que j'avais fait des années de photo perso avant de me lancer comme professionnel. Et je l'ai toujours considéré comme un atout, mais je ne savais pas à l'époque que j'allais considérer aussi comme un atout quand je retournerai dans la photo perso, et dans la rue en l'occurrence, de toutes ces années passées en photo pro. C'est marrant cet aller-retour en fait, c'est-à-dire que quelque part, tu es parti de là où tu étais pour y revenir à la fin, et peut-être tu vas retourner à un moment... Tout est possible. On sait jamais, je suis encore jeune. Ouais, c'est clair. On va commencer l'interview à proprement parler. Les 4 premières questions sont toujours les mêmes. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Écoute, je ne me suis jamais posé la question de quel livre j'offrirais à un photographe, mais je sais que quand je suis arrivé faire mon école de photo, notre prof de photo nous a conseillé nous a dit de lire 3 livres, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je ne suis pas un très grand lecteur. Et par contre, il y en a un qui m'a vraiment plus marqué que les 2 autres, pour ne pas l'avoir lu en entier, mais l'avoir pas mal parcouru. C'est la théorie de la couleur de Johannes Itten, qui est le livre que j'avais acheté, c'est un résumé, il est assez court, il se trouve un peu partout. Et sur la couverture, il y a le cercle chromatique tel que lui le dessine, avec les 3 couleurs primaires, les 3 couleurs secondaires et les couleurs, elles sont peut-être plus 6, je ne sais plus, tertiaires. Et ce livre m'a ouvert les yeux sur la couleur. En fait, je savais que la couleur existait, mais je ne m'étais jamais préoccupé de la couleur jusqu'à ce que je lise ce livre. Et depuis, la couleur est devenue pour moi une sorte d'obsession, et en tout cas vraiment une passion. Donc voilà, c'est celui-là que j'offrirais. C'est celui-là, c'est un bon, ça doit être un bon livre, parce qu'en plus tu te rappelles du nom de l'auteur qui est pas facile à retenir, donc c'est une bonne lecture. J'aime bien ce genre de lectures qui sont pas forcément évidentes et qu'on n'identifie pas forcément comme inspiration ou indispensable, et qui en fait tu te rends compte que c'est la fondation de tout ton travail à un instant, quoi. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'être créatif ? Être créatif, encore une question que je me suis jamais posée, mais j'imagine que j'imagine que ça doit être quelque chose comme se lancer dans un projet, y penser tout le temps, s'endormir en y pensant, se réveiller en y pensant, préférer travailler dessus plutôt que d'aller boire un coup avec les copains. Voilà, c'est la définition que je donnerais. Alors, avant de venir, c'est marrant que tu dises précisément ça. J'ai lu un article sur Gene Smith, Gene Smith. Et il y a un livre qui est sorti sur lui. Je ne sais pas s'il est récent ou pas, mais c'est un livre, Gene Smith Think ou un truc comme ça, dans l'évier de Gene Smith. Et en gros, j'ai lu ce résumé. Du coup, je vais aller acheter le livre parce que je trouve ça assez intéressant. Il dit, Eugene Smith, en gros, quand il est parti à Minamata, son pognon, il le mettait dans de la picole et dans de la pellicule. Et limite, il achetait rien à bouffer, tu vois. Et la vie de ce gars-là, tout a été sacrifié à la photo. Et le peu de choses qu'il faisait en parallèle de la photo, c'est-à-dire le théâtre, la musique, le jazz, ce genre de choses, l'inspirait et le nourrissait. Et nourrissait la photo, en fait. Et c'est exactement ce que tu viens de répondre. Oui, il y a un peu de ça. Moi, la photo, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis 40 ans. Et c'est vrai que je fais d'autres choses, je m'intéresse à d'autres choses. Je ne suis pas d'une grande curiosité, mais je m'intéresse à d'autres choses, mais ça ramène toujours à la photo. Ça nourrit la photo. Mais c'est très drôle que tu me fasses cette réflexion-là.
alors que je viens juste de lire ça. Et on parle d'un des plus grands photographes de l'histoire, pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, en tout cas, c'est un des plus grands. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Qu'est-ce qui me fait déclencher ? Ouais. C'est-à-dire que je déclenche pas du tout comme je déclenchais il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, à chaque fois que je déclenchais, ça me coûtait de l'argent. Donc je déclenchais peu. Je me rappelle que je partais dans les rues, passer mes journées dehors, et en général, il me fallait 3 sorties pour remplir une 36 poses. Ouais. Donc ça faisait à peu près du 12 déclenchements par jour. Et au bout de 3 jours, je fonçais au labo faire développer mon film. Aujourd'hui, je shoote très facilement et avec un énorme plaisir. Et je ne me restreins jamais. Donc déclencher, pour moi, n'est pas forcément associé à faire une photo. Ouais. Faire une photo, c'est réussir dans un certain nombre de déclenchements à obtenir une bonne photo. Mais je ne suis pas celui qui déclenche vraiment qu'au moment, comme disait Cartier-Bresson, l'instant décisif, etc. Ouais. Non, moi, je suis un pêcheur à la traîne, et je ramasse tout et ensuite je fais le tri. Donc maintenant, rafale. Ouais, rafale. J'aime bien aussi l'idée. C'est quoi une bonne photo ? Une bonne photo, c'est une photo que tu pourrais pas expliquer pourquoi elle est bonne. C'est pour ça qu'elle est bonne. Non, je pourrais pas te dire ce que c'est qu'une bonne photo. Je dirais que on sait tous que c'est qu'une photo pas mal, et on est nombreux à faire beaucoup de photos pas mal. Mais une photo pas mal, ça vaut rien. En tout cas, pour moi, ça vaut rien. Ça restera une photo pas mal. Une bonne photo, c'est une photo qui a quelque chose en plus que la photo pas mal, mais difficile à décrire. En tout cas, c'est loin d'être une photo parfaite, puisqu'une photo parfaite, déjà, n'existera pas. Et surtout, si elle est parfaite, elle sera parfaitement chiante, sûrement. Ouais. Donc, difficile de dire ce qu'est une bonne photo. En tout cas, une bonne photo, c'est une photo que j'aurais faite et je vais passer une bonne soirée. Ouais. Voilà. T'es content de toi. Ouais. On va attaquer les 4 grandes parties de l'interview. La première chose dont j'aurais voulu te parler, c'est ce côté vrai artiste que tu as. Alors, vrai artiste dans le sens où tu fais des choses que tu as envie de faire pour toi, et tu les présentes telles qu'ils sont au monde. C'est pas une entreprise pour plaire aux gens. Enfin, ce que j'expliquais au départ, j'ai vu ton travail pendant longtemps sans savoir que c'était toi. J'aurais voulu te féliciter, j'aurais pas pu. Juste, je l'ai apprécié parce qu'il était devant moi et ça me plaisait, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et j'ai pas cherché forcément à en savoir un petit peu plus. Je sais pas quel est le but que tu poursuivais, on va en parler un petit peu plus loin, mais dans ton cas, c'était vraiment de présenter ton travail d'une manière assez original. Alors, j'ai pas vu de références similaires. Je sais pas si ça existe, si ça se fait beaucoup ou pas. Des photos dans la rue, tu veux dire ? Ou même d'exposer des œuvres d'art tout court dans la rue de cette manière-là. Ça se fait beaucoup. Ouais, moi j'avais pas... En tout cas, fait attention à ça, mais en tout cas, voilà, toi, tu fais un mélange de photographie et de street art, qui est quelque chose que maintenant je cherche dans la rue, comme je cherche les invaders quand je me balade, qui est d'ailleurs une très bonne chose, parce qu'en fait, ça t'aide à rester vif dans la rue. C'est un petit peu les quêtes secondaires des jeux vidéo, tu sais, où tu es en street photographie, t'avances, et puis à un moment, tu fatigues, et puis t'as cette espèce de truc latéral dans ton regard qui t'oblige quand même à rester un peu éveillé, ce que je dis souvent. Moi, quand je fais un cocktail en photo, tu fais le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te fais chier. Et en fait, j'ai un jeu qui est de photographier les gens qui mangent pendant le cocktail pour rester vif et pour continuer à rester réveillé pour le moment où il va se passer quelque chose, parce qu'il se passe toujours un truc, mais voilà, t'as ce moment-là. Ça, pour moi, c'est vraiment la quête latérale. Vraiment, c'est dans le regard élargi qui me permet de rester éveillé et vif et focus quand je sors. Donc, tant mieux, merci pour ça. J'avais pas pensé que je pouvais faire cet effet-là, mais en tout cas, ça me plaît. Merci pour ça. Mais voilà, donc on parle de ce travail-là et de la manière dont tu le présentes. Comment t'es venue cette idée et pourquoi tu continues à le faire ? J'imagine que tu parlais quand tu déclenches, ça te coûte.
Quand j'imagine que quand tu colles une photo sur un mur, ça te coûte aussi, et pas qu'en argent, ça peut aussi être des problèmes. En temps surtout. Temps, argent, soucis potentiels, parce que y a quand même les forces de l'ordre qui peuvent veiller, qui peuvent considérer que c'est pas... tu vois, toi, c'est de l'art, et pour la mamie qui habite au-dessus, c'est du vandalisme. Pourquoi déjà, comment tu as commencé, et pourquoi tu continues Déjà, comment j'ai commencé, je te dirais que l'idée m'est venue il y a très longtemps. Il y a plus de 20 ans, même 30 ans. À l'époque, j'avais fait un projet qui s'appelait Paris itinérant, et l'idée était d'utiliser les panneaux électoraux pour faire dans chaque arrondissement des photos, pour exposer des photos prises dans les différents arrondissements de Paris. J'avais fait ce petit projet aidé par ma frangine, et j'avais même, je crois, on avait fait un petit dossier, tout ça, pour l'envoyer aux mairies, machin. Je pense qu'on n'est pas allé plus loin que ça. Mais en tout cas, l'idée m'était venue comme ça il y a très longtemps. Et ensuite, il y a un petit peu moins longtemps, peut-être 25 ans quand même. À une époque, je bossais dans un labo photo amateur, donc j'avais plein de tirages de mes propres photos, de différents formats. Et puis un jour, je me rappelle avoir appelé mon cousin qui est peintre, et lui dire ça te dit pas de venir avec moi, j'ai envie d'aller coller mes photos dans la rue et tout. Il m'avait dit ouais, bof, il fait froid et tout. J'ai dit bon, ok. J'étais parti tout seul, et j'étais allé dans le coin, et avec mon rouleau de gaffeur, j'avais scotché au mur des tirages. Et le lendemain, il avait plu, tout était écrasé par terre. Et j'avais une vraie leçon. Ouais, j'avais compris que c'était pas une bonne idée, donc j'avais oublié cette affaire pendant des années. Et il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, puisque c'était en novembre. Il faudrait que je vérifie le jour exact, mais peut-être je peux essayer de le retrouver. Donc il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, un soir, je regarde dans mon lit, sur mon ordi, un film de Banksy qui s'appelle Faites le mur. Ouais. Je me régale à le regarder déjà, d'une part. Et d'autre part, je vois Invader qui colle avec une perche ses céramiques sur les murs. Et j'avais déjà vaguement revu ce qu'il faisait, mais sans plus que ça. Mais tout d'un coup, de voir qu'on pouvait coller du dur dans la rue, parce qu'avant, l'idée, c'était que si on collait des photos, c'était des affiches. Et puis les affiches, ça coûte cher. Et c'était surtout du noir et blanc. La couleur n'était pas très, très au point pour coller des affiches en couleur, à moins que ça coûte très cher. Ensuite, il fallait souvent être aidé, parce que quand il y a du vent, coller une affiche dans la rue, c'est pas évident. Et là, tout d'un coup, tout ce cocktail, je me suis dit, mais... Et donc, quand le film était terminé, j'ai pas réussi à dormir pendant des heures. Et j'ai réfléchi comment je pourrais coller mes photos en dur, si tu veux. Et alors, j'étais là, je réfléchissais, ce serait bien grâce au verre, super idée, mais alors comment je vais coller le verre, on verra la colle, faudrait que si je faisais une bande blanche et tout, si je pourrais coller en dessous, comment je ferais la bande avec la bombe, très bien. Je finis par m'endormir assez tard, et dès que je l'ouvre l'œil, je saute sur mon scooter. À l'époque, j'étais en scooter, et je fonce chez Castorama. J'achète une bombe de peinture blanche, 4 verres 10 par 15, et à l'époque, je mettais pas la céramique. Ça, je l'ai mis quelques mois après. Et je rentre et je fais mon premier proto que je colle dans la rue en bas de chez moi. Ouais. Et voilà comment ça a commencé. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, pourquoi je continue à le faire ? Parce qu'en fait... déjà, comme il le disait dans le film de Banksy, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le film de Banksy, je ne te vous vois pas, hein, je vous vois les gens qui écoutent, mais dedans, c'est un faux documentaire, et ça parle d'un faux type qui tout d'un coup se met à... Il suit des street artistes comme Banksy, tout ça, il les filme et tout. Puis un jour, ça se passe à Los Angeles, puis un jour, il demande à un de ses potes, est-ce que tu peux pas faire un dessin de moi, et de ce dessin de lui avec une caméra, il en fait un pochoir. Et puis là, il se met à aller faire son pochoir, et en fait, il est pris par le truc, et il explique qu'il est pris comme une drogue dans ce truc de sortir toutes les nuits pour aller... Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai découvert... la nuit, d'être seul sur mon vélo, mon scooter, dans la nuit, parcourir la ville, faire ce que je voulais, coller mes photos, faire attention aux policiers. Je me suis retrouvé... j'ai rajeuni de quelques années, tellement c'était un truc d'adolescent, et moi j'avais pourtant 45 ans. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un retour, parce que j'ai commencé à
il y a eu Instagram qui est arrivé, j'avais mis un hashtag que j'ai appelé Back to the Street, parce que je voulais pas mettre mon nom pour pas avoir de problème avec la police et des amendes et compagnie. Donc j'ai mis ce hashtag, et puis au début j'avais un moteur de recherche, de temps en temps je regardais s'il y avait des choses et il y avait rien, j'étais un peu déçu. Puis finalement après j'ai pris Google et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens à les photographier, donc ça m'a motivé, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il ne doit pas se passer un jour sans que j'ai un petit mot sympa de quelqu'un qui a photographié quelque part dans le monde une de mes photos et qui écrit un petit message. C'est stimulant, c'est motivant, c'est amusant, donc je continue. Et puis en plus, l'air de rien, la plupart des choses qui me sont arrivées ces dernières années viennent de là, en fait. Même mon livre, j'avais décidé de faire ce livre, j'avais commencé avec une éditrice, puis ensuite ça s'est pas fait, j'ai cherché d'autres éditeurs, ça s'est pas fait, j'avais laissé tomber, et puis Brigitte, des grandes personnes, qui est la maison d'édition, m'a contacté. Et comment Brigitte m'a connu, c'est dans la rue. Donc voilà, c'est vrai que c'est du travail, c'est vrai que c'est du temps. Ça tombait très bien, mes enfants étaient un peu grands, j'avais moins de boulot, j'avais du temps, j'avais de l'énergie, j'avais la forme physique de le faire, j'avais un peu de fric de côté. Tout était bon pour que je fasse ça à ce moment-là. Et puis quelquefois on me dit, est-ce que tu vas continuer ? Pour l'instant, je continue. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, mais pour l'instant, je continue, je me régale. C'est ce projet un petit peu fou que tu fais quand même. Alors qu'en fait, pour tous les gens qui t'entourent, ça peut n'avoir aucun sens. Mais toi, tu sais que ça va t'amener quelque part, ou tu t'en foutais en fait Non, je m'en foutais pas du tout. Quand j'ai eu cette idée-là, j'ai eu l'impression, ça m'arrive de temps en temps dans ma vie, je dois l'avouer, d'avoir une idée géniale. Quelquefois, elles ne le sont pas, mais celle-là... tu savais qu'elle serait bonne. Ouais, je savais que c'était une bonne idée. D'ailleurs, j'imaginais même que... Je l'ai dit à personne. J'ai commencé à coller à côté de chez mes potes. Je me suis dit, ils vont tous reconnaître mes photos, un truc de fou. Bon, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est des 10-15, c'est pas très grand. On peut passer devant 10 fois sans les voir. Mais tu serais... Moi, je suis toujours surpris. J'avais une série photo, je l'ai un peu mise en stand-by, où je photographiais l'affichage sauvage dans les rues. Et c'est très surprenant ce qui est collé, en fait, partout. On se rend pas compte, on le voit pas, on passe pas, tu vois. Moi, tu vois, j'ai commencé en me concentrant sur les grandes affiches, tu sais, les trucs... Et plus le temps passe, et plus je m'approche des autocollants. Et tu verrais... Il y en a des milliers. Mais des trucs de fou. Les fans d'Invader ont des autocollants avec leur identifiant, c'est sur le jeu Flash Invader. Et donc, ils font leur autocollant qui est leur symbole à eux avec leur nom. Et ils les collent à proximité des invaders qui photographient. Non, je ne savais pas ça. Ça, c'est un truc de malade. Et quand tu te rends compte de ça, tu cherches les invaders et après, tu fais le tour pour voir qui était là, tu vois. D'accord. Et limite, tu te dis, la fois d'après, je vais me faire aussi d'autocollants. J'ai un pote qui le fait. Je me dis, je vais le faire aussi. Je vais me faire un logo invader. Je vais mettre mon nom d'invader. Et on va voir, je vais coller, je vais faire partie de cette communauté. Mais moi, je suis scié de voir ce qu'on peut coller. J'ai reçu, tu dois connaître Dieu Bobby, qui est un photojournaliste pour Libération, et qui colle, il fait des stickers de ses photos. Il a notamment une photo de sa grand-mère qui fait un doigt d'honneur. Il la colle un peu partout. Et en fait, il fait des guerres de stickers avec ses voisins. T'as un voisin qui supporte pas cette photo, il l'arrache, et lui, il vient, il la remet. Et puis, c'est des trucs. Et en fait, moi, j'adore cette démarche. Mais toi, tu as été au niveau au-dessus, en fait. C'est-à-dire que j'ai collé du verre, quoi. Ouais. C'était un petit peu plus que l'autocollant. Mais ça me plaisait, j'aimais bien l'idée du verre, parce que c'était une matière noble qui me plaisait bien. Et je me suis dit que c'était quelque chose, coller du verre dans la rue. J'ai vu aussi des gens coller des miroirs et tout, c'est un peu la même chose, mais c'est quand même une matière qu'on ne s'attend pas à avoir dans la rue. On s'attend plutôt à avoir du papier. Et là, tout d'un coup, le verre, ça m'a bien plu, cette idée. Mais ça les rend pas indestructibles, par contre, parce qu'elles sont souvent abîmées. Ah oui, elles sont... alors là, comme ça fait aujourd'hui 10 ans que je colle, je peux te dire que je suis passé par différentes phases. Au début, un peu de déprime. Ça peut encore m'arriver. Ça peut encore m'arriver, mais je me suis quand même vachement blindé. Mais je me suis fait voler des milliers et des milliers de photos. Je m'en suis fait casser des milliers aussi. Je ne peux pas te tenir le décompte de combien j'en ai collé, mais j'en ai collé vraiment beaucoup. Beaucoup. Et ouais, c'est étonnant. Tout est possible. Des gens qui collent un autocollant CGT dessus, qui le recouvrent entièrement. Même qui font un autocollant d'un artiste, tu vois, qui le met carrément sur toi. Ouais. Des gens qui bombent, des gens qui cassent. Tout est possible. Tout est possible. Et je me suis habitué. J'ai été surpris, pour te dire, qu'on vole quelque chose qui est exposé dans la rue. Ça m'a surpris. Ouais.
quelquefois j'ai un petit côté un peu comme ça, un peu bisounours. Je me suis dit, quelle drôle d'idée d'aller voler quelque chose qui est donné gratuitement à voir à tout le monde. Je ne comprenais pas la démarche. Puis tout à coup, il y a des potes à moi m'ont dit, moi je comprends. Je dis, ah ouais, ok, bon. Ben, je me suis habitué à ça. En fait, ils l'ont trouvé joli, ils l'ont pris. Oui. Pour moi, c'est vraiment la différence entre considérer quelque chose d'être à personne ou considérer quelque chose d'être à tout le monde. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais, encore jusqu'à présent, pas compris comment on pouvait voler du street art. Mais bon, enfin, c'est comme ça. C'était pas le premier, il y a des Banksy qui ont été volés aussi. C'est la rue, tous. Je crois que je sais plus, j'ai plus l'histoire exacte en tête, mais je sais qu'il y a des gens qui ont découpé un mur pour voler un Banksy. Et je trouve ça du délire total. Bah, là, c'est un peu différent parce que dans le cas d'un mur de Banksy, ça vaut cher. Ça vaut cher, mais c'est plus compréhensible que peut-être que les tiens se monnaient aussi, tu le sais pas encore. Non, parce que de temps en temps, je regarde sur le Bon Coin voir s'il y a un Back to the Street et j'en ai jamais trouvé. Par contre, j'ai eu une belle histoire. Un jour, l'année dernière, je reçois un Instagram, une petite vidéo en Instagram d'une nana qui en brésilien me montre une de mes plaques en parlant brésilien. Je comprends pas ce qu'elle dit. Donc je demande à un ami à moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Et puis il me dit, elle dit qu'elle a acheté cette photo à un vendeur de rue. Et j'étais allé à Rio quelques mois avant quand même. Mais alors je lui ai demandé, incroyable, et combien tu l'as acheté? Elle m'a dit, je l'ai acheté 10 réals, je crois, parce qu'il fait l'équivalent de 1 euro. Je dis, bon, pas terrible la cote. Mais bon, ça m'a amusé. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres exemples de ça. C'est mignon, mais moi j'aime bien, quand je les vois, tes photos, même quand je les vois abîmées, en fait, je trouve que c'est le cachet de l'usure, en fait. Tu vois, tu as des photos qui sont peut-être là depuis 10 ans, qui ont été abîmées, réabîmées, elles sont encore là, même abîmées. De la même manière que j'aime mon appareil photo parce qu'il a pris des coups et que tu les vois, je trouve que c'est la beauté du truc aussi. Oui, c'est comme un vieux mur, ça a plus de caractère qu'un mur qui vient d'être fait. Et donc, quelquefois c'est sympa qu'elles soient un peu usées, même un petit peu bombées sur le côté, tant qu'elles soient à peu près reconnaissables. D'ailleurs, bombées, ça arrive très souvent et je les regratte, je les nettoie régulièrement. J'ai toujours un petit gratte-gratte sur moi et je les nettoie. Tu as répondu à ma question suivante qui était est-ce que les gens te connaissent par rapport à ça ou plus par les canaux habituels, mais bon, du coup, ça t'a quand même amené beaucoup de choses de faire ça. Le point suivant, c'est que j'avais presque envie de dire que tu ajoutes beaucoup de couleurs dans la ville grise quelque part, même si en réalité tous ceux qui photographient Paris le savent, il y a de la couleur partout et que c'est plus un choix de tout voir en gris ou pire en noir et blanc sans nuance, tu vois. Oui, enfin là, excuse-moi de faire une petite nuance, mais quand on se balade en automne ou en hiver à Paris, je pense que les doudounes noires, grises, bleu marine et marron foncé sont quand même largement majoritaires. Je suis d'accord, mais la médiocrité ambiante te permet de sortir beaucoup plus facilement du lot. Ah ben ça c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est sûr que quand tu vois un manteau rouge au milieu de la grisaille parisienne, il ressort. Mais je dirais pas que la ville est très très colorée. Il y a des voitures qui ont des couleurs un peu. Je dis juste qu'elle est plus colorée quand on sait la regarder. Mais je pense c'est sûr qu'il faut aller les chercher. Il faut aller la chercher. Mais ouais, dans Paris n'est quand même pas, enfin surtout pour moi qui ai voyagé, on peut pas dire que ce soit un endroit très coloré. D'ailleurs, quand je reviens d'Inde ou d'Afrique, en général, je peux pas faire de photos pendant une dizaine de jours, tellement je trouve que tout est gris et un peu, disons, rangé, propre, carré. Et j'ai du mal à faire des photos. Après, ça revient et tout ça est oublié. Mais la comparaison. Oui, ça sauve la comparaison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même plus de couleurs à Paris que ce qu'on ne croit. C'est-à-dire si tu demandes à n'importe quel Parisien, tout est gris. C'est sûr et certain, ou tout est beige. Les façades haussmanniennes et des trucs comme ça. Alors que dans la réalité, si tu regardes un tout petit peu, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de couleurs. Et il y a plein de street photographes qui le font très très bien et qui le mettent très bien en avant. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait ce choix qu'on avait de voir de la couleur ou de voir du gris et du noir et blanc. Et voilà. Ce qui m'amène un petit peu à la métaphore de la rencontre derrière, qui est le thème 2 le deuxième grand thème de l'interview. C'est ton côté joyeux et positif, que ce soit toi, que ce soit ta photo. J'ai l'impression que tu es une personne de rencontre, en fait. C'était très facile d'accès. J'ai pas eu de mal du tout à te contacter. Limite, c'est moi qui ai eu plus de mal à maintenir le contact que toi, qui est revenu assez rapidement vers moi. Bon, je l'ai dit, j'ai plein de vents contraires en ce moment, mais bon, maintenant on arrive à se voir enfin. Mais
je trouve que tu as ce côté agréable, facile. Enfin, on sait qu'on peut discuter avec toi assez facilement. Je sais pas si ça te... En fait, du coup, ta question, ça n'en est pas une d'ailleurs, mais me fait un peu rebondir sur quelque chose. Moi, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais moi, j'ai fait de la photo volée de mes 15 ans jusqu'à mes 40 ans. Donc, c'est quand même... un gros bout de vie. Jusqu'à mes 45 ans. 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai fait de la photo volée. J'ai adoré ça. J'ai fait des belles photos quand même. Beaucoup de mauvaises aussi, il faut bien le dire, mais ça, tous les gens qui font de la photo volée le savent. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai adoré cette pratique, j'ai adoré regarder les photos volées des autres, j'ai adoré cette spontanéité qu'on pouvait y trouver, cette vérité aussi. Mais le jour où j'ai changé ma façon de faire mes photos et que j'ai commencé à faire des photos des gens avec les gens, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas vraiment à ma place pendant toutes ces années. Et quiconque fait de la photo volée sait que faire de la photo volée, c'est se rendre invisible. C'est être témoin sans jamais interagir. C'est la discrétion, c'est tout ça. Et moi, en fait, au bout de quelques décennies, j'ai éprouvé de la frustration à regarder des gens rire, faire des choses ensemble, boire des verres, se marrer, les amoureux s'embrasser, voir toute cette vie et moi me cacher en fait. Et quand j'ai commencé à faire poser les gens, je me suis rendu compte que j'avais une facilité à le faire en fait. Même si j'en avais peur depuis toutes ces années, parce que c'est pas facile, on a des refus, c'est pas facile de t'aller demander. Et puis même d'être demandeur en général, c'est pas une position très facile. Mais en fait, je me suis rendu compte que une fois que le contact était établi et que la personne était d'accord, j'avais une facilité à mettre les gens à l'aise, à rigoler avec eux, à me mettre à leur niveau. Et c'est amusant de se rendre compte à 45 ans que on a toujours été un petit peu à côté sur ce... Voilà, donc, en général, c'est vers 45 ans qu'on se rend compte qu'on a été à côté de la plaque sur pas mal de choses. Alors, je suis dans la norme. Moi, j'ai 48 ans, j'étais à côté de la plaque sur plein de trucs et je m'en rends compte maintenant. Donc voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tu as ce côté accessible. Tu vois, j'ai vu, il y a des vidéos sur ton Instagram où tu es en train de poser tes œuvres au mur. Et même ça, c'est l'occasion de rencontrer les gens et de discuter avec eux, en fait. C'est vrai, parce que là, en plus, il y a un truc un peu particulier avec ces moments dont tu parles où je pose mes photos en plein jour, c'est qu'ils sont assez rares, parce qu'en général, je pose des photos la nuit pour des tas de raisons. Et quand j'ai la chance de pouvoir le faire de jour, ou parce que c'est un endroit dans lequel j'ai collé un mur, par exemple, j'ai certains de mes murs de photos, quelquefois je fais des murs de photos avec une quarantaine de photos, quelquefois, il y a des murs que je refais parce qu'ils sont cassés. Je les refais tous les ans, tous les 2 ans, 3 fois par an, ça dépend. Et du coup, tout le monde me connaît, les commerçants. Et donc, je les fais à l'aise sans avoir à me cacher de la police. C'est pas une photo, c'est 40. Donc, ils doivent limite se dire c'est normal, c'est prévu, quoi. Oui, en tout cas, je fais ça. J'ai mis du temps avant de sortir de jour le faire, mais je me suis habitué avec le confinement et surtout les couvre-feux. J'avais pas trop le choix. Et du coup, j'ai pris plaisir à en profiter pour savoir un petit peu aussi ce que les gens en pensaient, puisque c'était une position facile. Tu vas coller la nuit, tu reviens, tu sais pas ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Et t'as pas de retour. T'as pas de retour et tu peux toujours te dire que ça plaît à tout le monde. Alors que quand tu fais du jour, si quelqu'un aime pas, il peut te le dire. Donc c'est rare, cela dit, mais ça peut arriver. La mamie qui est pas contente, elle vient te voir, ça c'est sûr. Surtout elle vient, c'est la première. Ce côté contact facile, est-ce que tu dis en fait que tu as trouvé ta place, mais est-ce que tu y as à un moment réfléchi ou est-ce que tu as à un moment travaillé ce côté de ta personnalité? C'est pas tellement que je l'ai travaillé. J'ai toujours su que j'étais quelqu'un de plutôt souriant et j'ai compris que le sourire était sans doute
un de mes grands atouts pour ce genre de travail. Et l'autre atout que j'ai, mais qui est un peu lié aussi à mon sourire, c'est que j'ai la chance d'avoir une bonne gueule. J'allais dire, tu fais pas peur en fait quand tu approches les gens. J'ai une tête sympa, ce qui fait que s'il y a une embrouille dans la rue, je fais pas peur. Hein. Ouais. C'est dommage. Quelquefois, j'aimerais bien faire peur, mais c'est raté. Par contre, pour faire une photo, ça m'aide. Ouais. Donc, voilà, il faut savoir jouer de ses atouts. Ça dépend où tu es, mais oui, des fois, effectivement, vaut mieux être plutôt sympa. Il y a un deuxième côté, et ça se voit plus dans ta photographie, c'est le côté rassembleur et sans jugement. C'est-à-dire que tu vas photographier tout le monde, toutes les catégories, toutes les religions, tous les trucs, sans juger, sans porter un regard positif ou négatif. Enfin, c'est un regard... Alors là, c'est très intéressant que tu me poses cette question après la précédente. C'est que autant la bonne tête gentille et mon sourire, je l'ai toujours eu. Ouais. Autant ce trait qu'on peut retrouver dans mon travail aujourd'hui, qui est ce fait de ne juger personne, ça, je l'ai travaillé par contre. Ouais. Parce que je suis aussi con que tout le monde. Je juge les gens comme tout le monde. J'ai des a priori comme tout le monde. Sauf que pour faire des photos des gens, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai l'air de les aimer. Et pour réellement avoir l'air de les aimer, je me suis rendu compte qu'il fallait que je les aime. Ouais. Et surtout que je ne les juge pas. Et donc petit à petit, je suis rentré dans un rôle comme un comédien, qui était le rôle de quelqu'un qui ne jugeait pas. Et je vais te donner un exemple. J'ai des enfants, j'habite dans le nord de Paris. Quand mes enfants étaient petits, si je voulais y passer un scooter à fond sur le trottoir avec deux jeunes sans casque, je faisais comme tout le monde. Ah, les cons, ah, les connards, comme tout le monde. J'ai des enfants petits, je le fais encore. Voilà, mais je dis pas que je suis guéri de ça. Mais par contre, quand je fais des photos, je pense à une photo à Belleville que j'ai fait de 3 jeunes sur un scooter sans casque. Ouais. Quand je les ai vus, c'était un cadeau. Hé les gars, vous êtes trop beaux, je peux vous faire une photo. Et je le pensais, j'étais hyper content de les voir. Parce que je suis pas dans le même contexte. Ouais. Et c'est vrai que pour photographier, bon, il y a des gens que je photographie où il n'y a pas de jugement a priori possible, parce que voilà, quelqu'un de bien habillé, quelqu'un d'élégant, une jolie femme, bon voilà, là il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'aller photographier quelqu'un qui est très gros, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est en djellaba avec des Nike et une barbe, quelqu'un qui, je sais pas, des enfants très bourgeois en petit blazer, et ben là, il faut vraiment qu'ils sentent au moment où tu vas les voir que tu ne les juges pas, que tu ne vas pas utiliser cette photo pour les juger. Et là, c'est plus compliqué. Et donc, tout va se jouer dans ce moment où il faut qu'ils sentent que tu les aimes. Et comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas le choix que de les aimer. Et très franchement, je les aime à ce moment-là. J'enlève tous les a priori. Je tombe sur quelqu'un, je lui dis « Bonjour, je peux faire une photo de vous ?» Et la personne avec un grand sourire me dit « Vas-y, fais la photo. » Je l'aime. Et je suis sincère. Je l'aime réellement. Mais c'est la différence entre te prendre un vent et te prendre un oui, quoi, en fait. C'est ce côté, c'est un mélange de pas faire peur et de comprendre que c'est bien intentionné dès le départ, en fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin, si tu as besoin d'expliquer ta démarche, t'es mort. Je pense que déjà dès le départ... En général, il vaut mieux que ça se passe bien tout de suite. Je me suis rendu compte avec le temps qu'en insistant, les chances étaient quand même... Mais ça m'est arrivé. Hein. Il m'est arrivé de faire une photo en insistant. Et j'ai des histoires que je trouve... vraiment génial de ce genre-là. Par exemple, récemment, je n'ai pas publié cette photo encore, mais je le ferai peut-être. Je passe devant la Sorbonne et moi j'ai habité là. Ma mère habitait rue Valette et mon père habitait boulevard Saint-Michel. Donc je passais tout le temps devant la Sorbonne toute mon enfance et je continue à y passer parce que ma mère habite toujours là-bas. Et les gardiens de la Sorbonne, les vigiles, sont habillés avec des costumes bleus et une casquette bleue, un peu comme dans Tintin. Et la dernière fois, je passe, j'en vois 2. Puis je me dis, j'étais en forme. Je vais leur demander. Donc j'y vais, ils étaient en train de parler avec une femme. Et je leur dis, bonjour messieurs, est-ce que je peux faire une petite photo de vous et tout. Non. Mais vraiment un nom très sec. Pro. Sec. Et là, je dis, bon, tant pis. Et en fait, je dis au gars, je lui dis, vous savez,
pour moi, la Sorbonne et les vigiles de la Sorbonne, il y a quelque chose d'affectif parce que j'habitais là et je trouve que votre nom sec, je l'ai trouvé un peu dur. Et je lui dis ça avec le sourire, et là, tout de suite, je le sens. Et il dit, mais non, mais c'est pas. Et puis là, tout de suite, il se tourne vers son pote, il dit, bon, bah, on l'a fait cette photo. Et donc, du coup, je les ai photographiés. Et après, je leur ai montré la photo qu'ils ont aimée. Et ils m'ont dit, tu viens quand tu veux. On va te montrer des endroits géniaux. Je vais te faire visiter ci, ça, à l'intérieur de la Sorbonne. Tu vas voir. Et c'était génial. J'avais retourné la situation de ce nom sec, juste en lui disant que ce nom sec m'avait un peu blessé. Ouais. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent et je trouve ça assez fascinant. Mais ça reste des interactions courtes, c'est-à-dire que c'est pas des argumentations longues et... Ah non, bah non, parce que quand les gens me disent c'est pour faire quoi, en général, je leur dis que c'est artistique. Ouais. Je leur dis rarement qu'ils ont des chances de se retrouver collés dans la rue. Je le fais pas parce que... C'est un niveau de détail trop... oui, disons que j'ai peur que si je le dis, ça risque de leur faire peur alors que c'est pas si grave finalement d'avoir... la plupart des gens qui se retrouvent collés dans la rue et que je recroise un jour sont contents. Il y a quelques exceptions, il y a même des gens qui m'ont demandé de plus les mettre. Je respecte leur choix et je le fais, mais c'est vrai que j'ai du mal à dire le jour même, surtout que les chances qu'ils se retrouvent dans la rue sont quand même assez minces parce que je fais beaucoup de photos et je les colle pas toutes dans la rue non plus. Oui, non, mais c'est un niveau de détail, je pense, qui est un peu trop... si tu te complexifies trop la tâche en rentrant dans ce niveau de détail, c'est-à-dire déjà... prendre la photo et savoir que la photo existe et que potentiellement elle va être sur Instagram, je pense que c'est déjà la limite de la complexité que les gens sont prêts à accepter comme ça. C'est vrai, d'ailleurs, c'est pour ça que pour mon livre, j'ai dû aller rechercher les autorisations au moment de le faire, c'est-à-dire pour certaines photos presque 10 ans après. Ouais. Parce que même aujourd'hui, même quand je savais que j'allais faire le livre, il y a sur le coup, tu peux demander quoi. Je peux pas, je l'ai fait 3 fois parce que vraiment ça s'est fait d'une telle manière que j'ai senti que je pouvais sortir mon petit papier de mon sac à dos, mais très franchement je j'arrive pas à le faire. Je prends le contact, je leur envoie les photos, on crée quelque chose, ils sont contents de la voir et après je peux demander éventuellement si je peux... Mais c'est même beaucoup plus facile de manière indirecte en fait. Moi j'ai ce cas où je me retrouve des fois face à des photographes, je vais pas dire des gros profils, mais des noms très connus qui potentiellement n'ont pas de temps à me consacrer. Et à chaque fois que j'y suis allé franco en disant voilà, j'ai un podcast, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? C'est non. Et je veux dire, la discussion, elle est terminée. C'est gentil, c'est cordial, c'est ce que tu veux, mais elle est terminée. Alors que les quelques fois où j'y suis allé en parlant boulot, de leur boulot à eux, en disant voilà, ça me plaît, machin, truc et tout. Ah, et qu'est-ce que vous faites et trucs. Et en fait, le moment où eux reviennent vers toi avec des questions, c'est le moment où tu peux commencer à avoir parce que tu as créé ce lien, cet intérêt de leur part que tu fais toi en envoyant la photo en fait. Parce que il y a un échange, quoi. Il y a un échange. Ils me donnent, moi je leur donne en leur envoyant toujours leurs photos. Ça, c'est que tant que tu n'as pas envoyé la photo, tu n'as fait que prendre. Voilà, exactement. Et quand tu as été généreux avec eux, du coup, il y a une vraie raison d'être généreux avec toi. J'aurais jamais pu avoir les autorisations, surtout de certaines photos en particulier, si j'avais pas fait l'effort de leur ramener des tirages pour les gens de la rue, si j'avais pas fait beaucoup de choses que j'ai pas du tout fait dans ce but-là, d'ailleurs, tout simplement parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont plu, des gens avec qui j'avais envie de leur donner quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est très surprenant parce que, alors, je vais renvoyer les gens vers les vidéos de Guillaume. Il y a 2 vidéos sur toi sur la chaîne de Guillaume W. Et il y a un truc sur la deuxième où tu croises des gens que tu as photographiés et vous tombez dans les bras, enfin vous connaissez, tu connais les gens, tu parles, t'as tu vois, enfin moi des fois je vois certains profils que tu photographies qui sont des gens qui vivent dans la rue, qui peuvent faire peur à plein de gens, que moi j'irais pas spontanément discuter avec eux par exemple, et toi tu sympathises et tu gardes un lien et tu crées quelque chose parce que t'as justement pas cette peur-là. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais peux pas t'aider. Ce côté où tu sympathises et tu gardes le contact avec les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est c'est pas seulement rendre, c'est créer un lien. C'est-à-dire que je te dis, à partir du moment où la personne accepte de poser pour moi c'est énorme.
c'est vraiment quelque chose de... Ils te font un beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau. Et parce que au moment où moi je leur demande de poser pour moi, ils savent pas que je vais leur donner une photo, que je savent pas que je vais établir un lien après. Ils voient juste un mec qui dit je peux faire une photo de vous. Ouais. Et donc je suis vraiment très reconnaissant de ce geste. Et donc si je les recroise, je vais peut-être pas leur tomber dans les bras à chaque fois, mais de temps en temps, ouais. En tout cas, là pour le coup, sur la vidéo, on le voit, et à un moment, tu es dans la rue, tu es en train de parler, le mec passe, ah, comment tu vas? On se fait la bise, et tiens, je te montre ta photo qui est dans le livre, parce que le mec est dans le livre, et il voit sa photo, il est hyper content, il est hyper heureux, et c'est des choses que tu peux pas, t'aurais pas forcément des interactions aussi sympas. Moi, j'ai connu des photographes qui ont fait des livres sans demander les autorisations et sans créer le lien que tu as créé, qui ont eu des soucis. Parce que justement, et souvent, ça se règle en amont en étant juste sympa. Moi, quand j'ai un problème sur un job, la première question, c'est comment on arrange les choses en souriant. Et je te jure que ça fait passer 99% des trucs qui pourraient très mal tourner si tu commences à t'énerver, à te braquer, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que d'avoir eu les autorisations, ça a été un cauchemar quand j'ai appris qu'il fallait que je le fasse. Ça a été un chemin de croix. Mais aujourd'hui, je suis tellement content si je croise quelqu'un dans la rue qui est dans mon livre, je vais directement l'interpeller. Alors que si j'avais pas demandé l'autorisation, il aurait pu m'arriver de me faire discret, tourner à droite, faire semblant de rentrer dans une boutique. On ne sait jamais s'il le sait, qu'il n'est pas content. Là, je sais que je peux y aller. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Il y a des fois où, effectivement, tu fais des trucs sans avoir vraiment l'autorisation et tu baisses un peu la tête pour que ça passe, quoi. Si on parle des gens que tu croises, ce qui est presque surprenant, et peut-être pas, parce qu'on va discuter du ratio réel de bonnes rencontres et de bonnes photos sur 10 ans. Quand on prend le livre, effectivement, tu lis le livre sur une demi-heure, 1 heure, et tu as l'impression que Paris regorge de gens très originaux et très stylés, et que tu fais que des bonnes photos. Et en même temps, c'est 10 ans de travail. C'est quoi le réel ratio de bonnes rencontres et de bonnes photos? C'est pas tous les jours. Enfin, tu as des jours où tu rentres... Ah bah oui. Oui, il y a des jours où je rentre bredouille. Disons que si je pars pour faire des photos et que je rentre sans avoir fait une seule photo, waouh, là, je vais pas passer une bonne soirée, ça arrive quand même. Après, ça peut m'arriver de faire 3-4 photos, ou 2-3 photos, moyenne, soirée moyenne aussi. Et puis quelquefois, je fais 2 photos, mais les 2 sont bonnes. Alors, je pourrais pas te parler de ratio. Quelquefois, j'ai des rencontres sans photos. Il y a des fois, par exemple, la dernière fois, j'étais dans le 9e et puis je vois une concierge à sa fenêtre au rez-de-chaussée. Et puis la lumière était belle, sa robe fleurie, elle était un peu ébouriffée comme ça, mais des cheveux ébouriffés. Mais c'était une bonne photo possible. Donc je lui dis, je croise son regard parce qu'il n'y avait pas grand monde dans la rue. Je lui dis ça va? Elle me fait oh non. Alors je me dis qu'est-ce que je fais? Je tente quand même mon truc. Excusez-moi, vous croyez que je peux faire une petite photo? Non, pas aujourd'hui. Et puis là, à ce moment-là, passe un type sur l'autre trottoir, typé un peu pakistanais ou Bangladesh, et elle l'appelle, elle dit, mais alors il traverse la rue, elle lui dit, mon télé 7 jours, j'ai pas eu mon télé 7 jours. On était un samedi, je crois. Alors, puis là, je me tourne vers elle, je dis, mais c'est parce que vous allez pas bien juste parce que vous avez pas... Mais je vais vous le chercher, moi, votre télé 7 jours. Donc elle me tend 1 euro ou 1,20 €, je sais plus ce que c'est. Et lui, c'était le mec du kiosque, en fait. Donc je descends avec lui, je prends le télé 7 jours, je lui ramène. Je lui ai même pas demandé si je pouvais refaire une photo d'elle. Quand j'ai vu comme elle était heureuse que je lui ramène son télé 7 jours, elle pouvait pas bouger, elle avait des problèmes de jambes. Donc je lui donne son télé 7 jours et je me rappelle, il y a un autre voisin qui passe à ce moment-là et elle lui dit « Bonjour madame machin, bonjour monsieur machin ». Et moi, ça m'a suffi pour m'éclairer ma journée, même si j'avais pas fait de photo. La photo est dans la tête en tout cas. La photo est dans la tête et puis le moment surtout, l'échange, parce que c'est dans l'échange. Il y a des gens qui me disent non, mais qui me disent non très gentiment. Il y a des gens qui me disent non, ça vaut plus qu'un oui. Mais c'est important la manière de le dire. Ah bah oui.
sur des événements, des fois, c'est des trucs publics et les gens me disent non. Et il y a des gens qui te le disent non très gentiment et tu as des gens qui te disent non très mal. Ah bah oui. Et la différence entre les deux, c'est que d'un côté, t'es pas là pour emmerder le monde, en fait. T'es là pour faire quelque chose de joli et ton but, c'est pas de faire chier. Enfin, si t'es là pour faire quelque chose de joli, ton but, c'est pas de faire chier les gens. Ouais. Donc voilà, et en fait, tu peux avoir un nom gentil et quand même passer un bon moment et avoir une belle interaction. Bah, moi, j'arrive maintenant même à passer des bons moments après des noms méchants parce que je vais tout de suite, comme si j'étais tombé de cheval, tout de suite remonter, alors qu'avant, j'avais plus de mal. Les premières années, j'avais du mal à me relever. Quelquefois, on se retrouve à se faire engueuler dans la rue. Par une petite vieille et tout le monde te regarde et on croit que tu as essayé de la voler, quoi. Alors que j'ai juste demandé si tu pouvais faire une photo d'elle. C'est pas très agréable. Je sais pas si tu t'es déjà baladé avec un appareil photo dans un parc, même quand t'as tes gosses avec. Ouais, je vois très bien. T'as toujours une nana qui te regarde de travers et qui attend juste que l'appareil ne soit pas dirigé vers tes gamins spécifiquement. Bah même plus que ça, c'est même, on te regarde même comme si t'étais un pédophile. Oui, je connais ça. J'ai eu aussi le truc alors que j'étais avec mes gosses, ce qui est quand même magique. Le côté joyeux et positif, on va revenir un petit peu dessus, de ton travail et de tes images, va se traduire aussi par un dynamisme dans tes images où il y a souvent du mouvement. Tes photos sont souvent planifiées dans le sens où tu les contrôles. Comment tu les visionnes pas ça trop, hein. Pas toujours? Non, mais je contrôle même. J'ai même l'impression de jamais rien contrôler. Ah ouais? Parce que ça a l'air très maîtrisé dans la manière. Non, je contrôle pas. J'essaye, comme un professionnel, je dirais, j'essaye d'éviter les écueils. Je sais que avec l'expérience, je deviens un peu meilleur pour le choix de mes décors, je deviens un peu meilleur sur le choix de mes angles, etc. Et de mes lumières. Mais non, on maîtrise pas, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on maîtrise pas vraiment. Parce que le mouvement, enfin, je veux dire, c'est rarement spontané quand tu fais une photo des gens, quand tu fais un portrait des gens, ils bougent rarement, ils prennent une pause, ils bougent pas. T'as pas un... Tu sais, tu parles de mouvement, mais c'est une impression que tu as, parce que si tu regardes mon livre, je pense que la grande majorité sont statiques. Oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, par exemple celle de la couverture, qui est en l'occurrence, je pense, le contre-exemple parfait de ça. C'est du mouvement pur. Et je pense que c'est une de celles que tu as... C'est peut-être une de celles sur lesquelles tu as eu le plus de contrôle. Mais il y en a quand même quelques-unes où il y a un vrai... Non, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire poser les gens, je me suis retrouvé avec, évidemment, la pose est relativement statique en général. Et c'est vrai que ça me manquait un petit peu le dynamisme que je pouvais avoir dans la photo volée. Donc, au bout d'un moment, mais c'est pas tout de suite, hein, ça doit être vraiment au bout de quelques temps. Il y a aussi des gens à qui j'ai demandé, j'ai des exemples en tête de gens qui m'ont dit ok, mais je m'arrête pas. Donc ça, j'en ai plusieurs. Il y en a un dans le livre, c'est un photographe d'ailleurs, Claude, je te salue. Et lui, il était avec sa fille en vélo, sa fille assise devant le vélo, toute mignonne, et ils sont en train de rouler sur le boulevard, je sais plus, vers Clichy par là, bref, place de Clichy. Et il pleuvait un peu ce jour-là. Je me demande même s'ils sont pas je crois qu'ils sont sous un parapluie. Il y avait vraiment sympa, il était sympa. Et donc moi, je suis pareil aussi en vélo, et je dis excuse-moi, donc je me roule à côté. Excuse-moi, je peux faire une photo de toi? Elle me dit oui, mais je m'arrête pas. Waouh! Donc j'ai été obligé d'accélérer, d'aller jusqu'au bout du truc, poser mon vélo par terre, prendre mon appareil, faire vite fait mon réglage, Et après, on s'est recroisés, comme ça qu'il a pu me signer l'autorisation. Mais c'est vrai que j'étais content de rajouter du mouvement. Donc souvent, quand des gens sont très mal à l'aise dans la pose, je leur dis de marcher vers moi. C'est vrai que de plus en plus souvent, j'ai fait marcher, courir. En fait, tu es en train de cumuler les bons côtés de la photo volée avec les bons côtés de la photo posée. Mais complètement. C'est-à-dire que faut bien comprendre un truc par rapport à cette histoire de photo volée, photo posée. C'est que quand je faisais mes photos dans Paris, quand j'étais jeune, il m'est arrivé une ou deux fois de demander aux gens. Et à chaque fois que je demandais, souvent je leur trouvais leur attitude un petit peu tarte, et quelquefois je leur disais fais comme si tu regardais ailleurs, etc. Et c'était pire. Donc je me suis réconforté dans l'idée qu'une bonne photo était une photo volée. Et j'étais persuadé de ça. J'étais d'autant plus persuadé que j'avais un peu peur aussi d'aller aborder les gens. Donc je me suis un peu réconforté dans cette idée-là. Et quand j'ai commencé à faire poser les gens, et que tu tombes sur quelqu'un qui est cool, qui a du temps, qui est tranquille, qui est très stylé,
Tu demandes de faire une photo, il dit mais à fond, avec plaisir mec. Et là tu sais que tu peux lui faire un peu ce que tu veux. Ouais. Donc tu peux le faire marcher, de profil, de dos. Tu peux faire en fait comme une photo volée, sauf que tu vas pas être emmerdé par la voiture blanche qui passe devant, par un mec qui te dit ouais, qu'est-ce que vous faites, vous voulez demander etc. etc. Ouais. Et donc je me suis rendu compte que à travers cette photo volée, ça pouvait t'ouvrir t'ouvrir plein de portes. Ouais. Tu pouvais faire poser comme tu pouvais ne pas faire poser. Tu pouvais te faire, on peut te regarder, on peut ne pas te regarder, on peut continuer son chemin, on peut rester au téléphone. Tu peux, en fait, ça te donne un panel énorme de photos que tu peux faire. Et puis même, tu peux aussi aller photographier des gens dans des quartiers où jamais tu pouvais faire des photos volées. Ouais. Et là, je me suis régalé dans les quartiers de la Goutte d'Or et du Château Rouge parce que du coup, je demandais. Ouais. On me dit non, on me dit non. Il dit souvent non par là-bas d'ailleurs. Mais, Comment ? Il dit souvent non par là-bas. Oui, mais c'est quand même mieux que de ne pas demander. Oui, non, c'est Parce clair. que là, il ne sait pas qu'ils te disent oui ou qu'ils te disent non. Là, Oui, ils c'est prennent ton qu'ils prennent appareil, ils l'appareil, le jettent par terre. Ouais. Donc, non, c'est vraiment, encore une fois, un choix que je regrette pas. C'est rigolo parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu es tout le temps en train de revenir à des trucs que tu as fait avant, finalement. C'est-à-dire que tu as fait de la photo volée pendant longtemps, tu t'en es éloigné totalement et tu y reviens par petits à-coups. C'est-à-dire que quelque part, tu t'es affranchi de tout ce qui te limitait dans la photo volée pour juste garder les bons aspects qu'elle peut avoir, tu vois, et enlever ce côté qu'on voit un peu trop. C'est-à-dire que tant qu'il n'y en avait pas tant que ça qui faisait ce genre de photos, voir quelqu'un passer de côté, Ouais. c'était pas grave. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça, tout le monde fait la lumière qui tape sur le clair-obscur. Il y a ça, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'à partir des années 90, il y a un phénomène qui n'existait pas avant, qui a été le phénomène en fait qui est venu des États-Unis, qui a été le phénomène des procès, des droits à l'image. Et en fait, c'est devenu hyper difficile de faire des photos à partir de cette époque-là. C'est là où on a commencé à avoir du mal à faire des photos d'enfants sans se faire traiter de pédophile. Il y a eu vraiment une complication et je sais que c'est l'époque, cette époque-là, moi j'ai plus du coup voyagé pour faire des photos parce qu'il y avait moins ce problème-là ailleurs, mais même à New York, même à Londres, il y a moins ce problème qu'on a à Paris. Il y a pire que Paris, accepté, je te rassure, il y a pire que Paris. Mais je sais plus pourquoi on parle de ça, mais le fil, ça y est, c'est moi qui l'ai perdu cette fois. C'était ce retour. Ah oui. Bah, justement, façon, c'était pas... Je suis quelqu'un qui planifie pas tellement ma vie. Par contre, je renie pas tous les moments de ma vie. Et tu vois, tout à l'heure, je crois, hors micro, je te racontais que j'ai travaillé dans le bâtiment pendant des années. Et ce travail du bâtiment, quand j'ai commencé à faire mes plaques et à travailler avec un couteau à enduire, à travailler avec des matériaux, à travailler avec de la peinture, à travailler avec tout ça pour faire mes plaques et les coller dans la rue. Waouh! Là encore, samedi, je fais une présentation chez Joseph Barbès et je suis allé fabriquer un mur en carottes plates dans la vitrine, enfin en plaque-au-plâtre, pour aller coller un mur de photos dessus. Et voilà, tout ce qu'on fait nous sert et je trouve ça assez fascinant. Ça, je suis assez d'accord. Même ce que tu n'as pas aimé, finalement, sert toujours d'une manière ou d'une autre, quoi. Moi, j'ai été commercial pendant très longtemps, je n'ai pas aimé du tout cette période de ma vie. Mais par contre, je suis bien content de savoir négocier quand je dois discuter photo, quoi. Donc je t'appellerai alors. C'est pareil. Je t'appellerai si tu as besoin d'un agent. Si je vais me reconvertir en agent, j'arrêterai jamais de faire les photos, j'aime trop ça. La troisième grande partie, on va parler de portrait de rue, évidemment. C'est un peu le domaine compliqué de la photo de rue. C'est un petit peu la différence entre le reportage et le studio. C'est le moment où tu décides que tu prends tes responsabilités et qu'il n'y a pas d'excuse si la photo n'est pas là. Et j'aimerais qu'on commence déjà par le commencement, c'est-à-dire comment est-ce que tu as démarré à faire des portraits de rue. Comment est-ce que tu as commencé à faire des portraits de rue et qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça et qui fait le switch entre je fais de la photo volée, tiens, tout d'un coup je fais des portraits. Alors je pense que j'ai beaucoup réfléchi à cette transition et je pense qu'elle est le fruit de beaucoup de choses. Je ne vais pas te dire, il s'est passé une chose qui a fait que je suis passé de là à là. Selon un de mes cousins qui est psy, il pense que c'est la boxe qui m'a beaucoup aidé pour passer de la photo volée à la photo posée, c'est-à-dire à aller affronter les gens en face à face. Voilà, c'est une interprétation de psy. Elle vaut ce qu'elle vaut, je pense qu'elle est pas mal. Mais à côté de ça, il y a eu le fait aussi qu'à une époque, un petit peu avant, donc autour de 2011 par là, j'ai un peu posé mon appareil pendant une bonne année.
je le gardais pour le travail, mais pour mon travail perso, j'ai posé l'appareil photo pour le troquer contre une caméra. Et j'ai fait 2 documentaires qui étaient en fait des portraits de 2 hommes qui aujourd'hui sont morts et que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'était un vieux gitan qui s'appelait Raymond Gurem, qui avait écrit un livre sur sa vie et qui habitait dans une caravane dans l'Essonne et que je suis allé suivre pendant un moment pour qu'il me raconte sa vie. C'était un portrait de lui, si tu veux. Et en parallèle, donc celui-là, il est sorti, mais le deuxième est jamais sorti. C'était sur un entraîneur de boxe, parce que je faisais de la boxe, je l'ai dit, dans le 20e, Jeannot, que j'ai suivi pendant des années. Ce qui s'est passé, c'est que donc, je travaillais avec une caméra qui était l'équivalent d'un appareil photo. C'était une caméra quand même, pour avoir un meilleur son et tout, mais j'avais dessus l'équivalent d'un 50 mm. Je travaillais un peu à pleine ouverture comme je fais aujourd'hui. Et en fait, un portrait de quelqu'un, tu le suis, et tu le suis quelquefois à quelques centimètres de lui. Et donc, je crois que cet exercice de ne pas se cacher, de faire quelque chose avec la personne, m'a énormément plu. Donc je pense que ça, c'est une raison. Et il y en a eu une autre, c'est que en 2014, il y a un camp de réfugiés qui s'est installé à 2 pas d'ici, entre le métro La Chapelle et Barbès, qui est d'ailleurs en train de se reformer, j'ai l'impression. Et donc, on voyait ces silhouettes au milieu de ce terre-plein, et en se demandant ce qu'ils faisaient. On les voyait se laver les dents, se réveiller de leur tente et tout. Oh là là. C'était le premier camp parisien de ce genre. Et j'avais évidemment envie d'aller y faire des photos, bien sûr, mais comment, je savais pas trop. Si tu vas faire des photos volées là-dedans, tu vas avoir des problèmes, je pense. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, mon fils m'a conseillé de lire un livre qu'il lisait pour l'école qui s'appelle Eldorado de Laurent Godet, que j'ai dévoré. Et dès que j'ai fini de le lire, j'ai préparé 2 thermos de café, j'ai acheté des gobelets, du sucre, et je suis allé proposer du café aux gars qui m'ont très très bien accueilli. J'ai parlé avec eux, j'ai sympathisé avec certains, puis je suis revenu comme ça pendant 2-3 semaines sans appareil photo. Évidemment, j'avais le but un jour de venir avec l'appareil photo, c'était stratégique si tu veux. Et donc un jour j'ai pris mon appareil photo et puis doucement j'ai attendu qu'on me demande ah bah tiens, fais-moi une photo. Bah ouais, tu veux, avec plaisir. Et puis je faisais les photos et puis j'allais au labo et le lendemain je ramenais les photos. Et bon, pendant 6 mois j'ai fait ça. Donc presque tous les jours, je revenais avec une pile de photos et je leur donnais les photos. Il y avait du monde quand même dans le camp, donc c'était pas toujours les mêmes personnes que je photographiais, mais même si je photographiais surtout ceux qui étaient un peu les copains, et je passais un peu de temps dans la tente avec eux. Voilà, j'ai établi une relation vraiment avec certaines personnes. Et puis surtout, ils me connaissaient tous. Et donc, évidemment, pas question de faire des photos volées. S'ils m'appréciaient, c'est parce que je ne faisais pas de photos volées. Et quand quelqu'un passait, un journaliste ou autre, et faisait des photos un peu à la volée, en général, il se prenait les canettes sur la gueule et il se faisait envoyer chier. Disons par les plus virulents d'entre eux, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris à prendre du plaisir avec cette nouvelle contrainte qui était la photo posée, que j'avais jamais aimée. Et deuxième contrainte, la plupart du temps, et ça s'est vérifié aussi dans des camps roms à un autre moment, à peu près à la même époque, ils voulaient toujours que je les photographie en entier, le tout. Ils disaient le tout. En pied, ouais. Et eux, ils appelaient le tout, ouais. Ça voulait dire en pied. Parce qu'ils voulaient qu'on voit leurs chaussures, qu'on les voit. Et tous les photographes savent qu'une photo en pied, c'est pas très très facile à faire, parce que beaucoup plus difficile de partir flou dans le décor derrière. Disons que c'est beaucoup plus difficile photographiquement qu'un gros plan. Et je me suis habitué à ça. Je me suis habitué à essayer de trouver à l'intérieur de ce camp des décors esthétiques qui me plaisaient. Voilà. Et puis même, ça a été un peu mes premiers pas dans la photo posée. C'est marrant parce qu'il y a un truc, c'est que à l'époque où la photo était une rareté, un luxe, les photos qu'on faisait, c'était des photos en pied. Tout le temps. Il y a dans mes souvenirs, tu sais, quand ils faisaient les photos de famille, même ma mère qui est née dans les années 50, quand elle a des photos de famille, ils posent, ils sont en pied. C'est vraiment un truc exceptionnel. Et quand mes parents, ils n'ont pas tant de photos de ça de leur enfance, tu vois. Et je pense que ce côté-là est peut-être dû à la rareté aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir 1 ou 2 photos d'eux et ils veulent qu'elles soient complètes, en fait.
C'est vrai ce que tu dis, mais il y avait aussi les gros plans à l'époque. Ouais. Et si tu regardes bien, aujourd'hui, le selfie se fait, se fait beaucoup en pied. Les gens se photographient beaucoup dans leur belle tenue, dans l'ascenseur, dans un miroir, et ils aiment bien être en pied. Donc je pense que la photo en pied a toujours existé, dans la peinture aussi d'ailleurs, ça existe. Mais la différence vraiment entre le gros plan et la photo en pied, il y a les habits, ça c'est très important, mais il y a aussi une certaine prestance. On pose en entier tel qu'on est, et il y a vraiment quelque chose dans la pose qui est particulier. Oui. Donc voilà, donc je finis cette histoire, et donc ce qui s'est passé, c'est que quand le camp a fermé en mai 2015, je me suis retrouvé un petit peu perdu photographiquement. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et en fait, du coup, je me suis rabattu sur les gens que je croisais dans la rue, et j'ai fait la même chose quand j'ai commencé beaucoup plus timidement qu'aujourd'hui. Je ne les faisais pas courir au milieu de la rue à l'époque et sauter, hein. J'étais beaucoup plus timide, mais voilà comment ça a commencé. J'aime bien l'idée que la photographie, ça ne soit pas que le seul acte de presser un bouton, qui a un à côté, qui est une intention, qui est quelque chose, parce que finalement, c'est ça qui est dur. C'est pas de faire une jolie photo techniquement réussie, c'est d'avoir un sens à ce qu'on fait. J'ai un ami que les auditeurs connaissent parce que je l'ai interviewé, qui est américain, qui s'appelle Daniel Milnor, qui dit régulièrement « Photography is a small part of a larger picture ». Donc la photographie est un petit bout d'une image bien plus grande. Et effectivement, sans cette intention, ça fait du très joli vide. Et j'aime bien justement que toi, tu aies un truc conscient, tu vois, une vraie recherche, qui ne soit pas que de faire des belles photos, qui soit de faire des portraits, des vrais portraits. Comme je suis quelqu'un qui, encore une fois, je suis pas tellement quelqu'un qui comment dire, qui prévoit les choses, qui les organise, qui les imagine à l'avance. Je suis un très mauvais joueur d'échecs. Je suis vraiment quelqu'un qui réagit plutôt à l'instinct. Et j'ai commencé à faire ces photos sans me poser aucune question. Et c'est petit à petit, c'est en les postant sur les réseaux sociaux, en ayant aussi les retours des gens qui aimaient ce que je faisais, qui m'expliquaient pourquoi ils aimaient. Et ça m'a orienté, et j'ai dit, tiens, ça peut devenir un vrai travail. Mais au début, je n'y pensais pas comme ça. C'est pas tellement à ça, moi, que je pensais. C'est plus au côté rencontrer les gens. Je pense que c'est un de tes plaisirs là-dedans. C'est de rencontrer les gens, finalement, c'est de discuter, c'est l'impression que j'ai eue, moi, en te voyant interagir avec les gens, en te voyant discuter avec eux, en lisant même l'intro de ton livre. C'est que la photo, c'est une chose, la rencontre, c'est un truc en soi, non? Oui, disons que si je photographie quelqu'un, que la photo est bonne, mais qu'une fois que je recroise la personne, je m'aperçois que c'est un gros connard, j'ai plus envie d'exploiter cette photo. Cette photo me plaît pas. Donc c'est sûr ça ne s'arrête pas à la photo. Il y a la manière dont on l'a fait. Moi, je suis plutôt un photographe opportuniste, c'est-à-dire que dès qu'il y a moyen de faire une bonne photo, je la fais. Je n'ai pas trop de règles en me disant je fais pas ci, je fais pas ça, pas poser, pas de lumière comme ci, pas de ça. Je suis assez. Je ne prends pas la tête avec ça, quoi. C'est-à-dire que je me donne pas de barrière. Je crois que la seule réelle barrière, j'ai 2 réelles barrières. La première, c'est le cadrage 24/36 et l'homothétie que je garde. Et donc, si la photo n'est pas bonne cadrée comme ça, je la garde pas. Parce qu'on a toujours besoin de se donner quelques petites barrières. Et l'autre, c'est d'aimer les gens que je photographie. C'est-à-dire que quand je l'aime pas, je l'utilise pas. Voilà. À part ça, je fais tout. Je peux monter, organiser, tricher, acheter une barbe à papa à un type qui est habillé en rose et qui se traîne à côté d'une boutique de barbe à papa. Je lui paye sa barbe à papa. J'ai pas de... Je dis pas la photo se fait comme ci ou se fait comme ça. Je m'en fiche. Oui, il n'y a pas le côté puriste de je ne contrôle rien, machin. Au contraire, tu fais tout pour avoir la belle photo. Exactement. Opportuniste à fond. Par contre, je vais pas faire des choses contre les gens. Tu vois, par exemple, quand j'étais dans le camp, il arrivait qu'il y ait des bastons, des embrouilles. J'étais bien introduit dans le truc, j'aurais pu faire 3-4 photos de chaises qui volent, etc. Mais j'aurais eu l'impression de faire quelque chose contre eux. Et je le faisais pas, même si j'avais envie parfois.
Je me disais non, reste sur ton truc, reste sur ton boulot et ça va. Et la violence, je suis allé plutôt la faire dans les gilets jaunes, tout ça. Là, je me suis plus amusé sans problème de morale. Ouais. Oui, parce après, il y a aussi tous les trucs où ils sont stigmatisés de toute façon déjà suffisamment, sans qu'on en rajoute une couche. Oui, et puis toi, surtout il m'avait accepté. Donc, si tu veux, c'est pas pareil. Si t'arrives et que tu fais une photo... Mais même, c'était pas ton rôle, en fait. C'était pas ton rôle dans le... C'est pas pour ça que j'étais là, Ouais. c'est pas pour ça qu'il m'avait accepté. Donc, j'étais... Voilà. Je comprends tout à fait la logique que tu peux avoir. Il y a une partie de tes photos qui sont relativement planifiées. Il y a une partie qui est plus spontanée, où tu vas choper les gens dans la rue et puis c'est sur le coup. C'est pas, voilà, en gros, c'est les 10 minutes qui suivent servent à faire la photo dans le meilleur des cas, parce que j'imagine que la plupart du temps, c'est beaucoup plus court que ça. Ah, oui. Mais vraiment, si ça va bien, tu as 10 minutes pour y arriver. 10 minutes, c'est énorme. C'est monstrueux, ouais, je me rends compte en le disant. On est nombreux à avoir envie de faire du portrait de rue sans oser demander, et quand enfin on ose, à pas savoir quoi faire des gens ou à aller vite pour pas les déranger, donc on te dit oui, tu le fais pas bouger, tu le places pas, tu le fais pas poser, tu fais ton portrait puis tu te casses parce que voilà, t'es déjà émerveillé d'avoir eu un oui. Je suis comme ça aussi, t'inquiète pas, je suis comme ça aussi. Je déteste abuser des gens. J'ai l'idée de pouvoir de leur demander je peux en refaire une petite seconde. J'aime pas ça. Mais bon, quelquefois t'es un peu obligé. Et puis quelquefois il y a des gens très sympas avec qui je fais des photos sympas et puis qui à un moment me disent ouais ça va, c'est bon. C'est bon. Et je les comprends. Et puis je leur dis désolé, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Merci déjà de ce que vous m'avez donné. Mais c'est vrai que quelquefois j'abuse un peu. Maintenant, je vais y prendre le livre qui est sous mes yeux. Il y a quand même, je dirais, en pourcentage, bien entre 80 et 85% des photos sont prises sur le vif. Ouais. Les autres, comme la couve, sont des exceptions. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quelquefois, je dis que toutes les photos sont mises en scène parce qu'elles sont toutes posées. À partir du moment où tu poses, je choisis mon axe, la personne choisit son expression. Oui, c'est une certaine montée. C'est une façon de monter. Et certaines, comme la couve, sont plus montées que d'autres. Mais j'essaye toujours de laisser, quand c'est monté, un maximum de hasard, déjà parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime prévoir, comme je l'ai déjà dit, j'ai un très mauvais joueur d'échecs, donc je ne prévois pas, les choses se font un petit peu aussi à l'instinct. Donc par exemple la couve, qui est sans doute la plus montée des photos du livre, ou une de celles, j'avais rendez-vous avec ces 3 personnes que j'aimais bien, et que j'avais croisées dans la rue, et photographiées dans la rue auparavant. Ils ne se connaissaient pas, je leur ai donné un rendez-vous, et ils sont arrivés, chacun habillé comme ils sont. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas évident. Et j'ai eu l'idée de les mettre sur ce vélo, mon vélo. Et puis j'ai eu l'idée de les faire avancer. De faire pédaler JFT, de mettre Sarah dessus et de faire courir Torben à côté avec sa petite valisette. Et on a essayé, c'est pas évident. Heureusement que JFT il est costaud parce qu'il fallait. Elle est en montée la rue en plus, fallait y aller. Mais tu vois, il y a des choses comme le type qui a sorti sa tête de la boutique à côté, il s'appelle Jonathan, je connais depuis. Et il n'était pas prévu, je savais même pas qu'il existait. Et voilà, j'aime dans la photo. Il fait une grande partie de la photo, ce mec. Il fait une grande partie de la photo, bien sûr. Et j'ai eu aussi son autorisation, etc. Parce que oui, c'est. Et voilà, et j'aime bien ça, qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que tu prévois quelque chose et puis tu t'accueilles. C'est pas évident à faire, hein, mais j'ai appris avec le temps d'accueillir l'imprévu. Ouais. Et c'est l'imprévu qui va te donner la photo. Et souvent, dans une série de photos que je vais faire de quelqu'un, il y a un moment où il y a un mec qui va arriver derrière et rentrer dans la photo, faire comme s'il le connaissait, lui faire des oreilles de je sais pas quoi, et ça va donner une photo. Ouais. Et au lieu de le combattre, tu l'acceptes. Et ça m'arrive aussi. Quelquefois, je dis comme tout le monde, s'il te plaît, là, je suis en train de faire une photo. Mais en fait, il faut réussir à essayer d'accueillir au maximum. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille. Si tu sais trop où tu vas, ça peut vite devenir chiant en fait. En plus, moi, je ne peux pas savoir. Je suis pas. Si je savais peindre et dessiner, je serais embêté parce que qu'est-ce que je ferais sur une feuille blanche ? Je préfère m'inspirer de ce que j'ai sous les yeux. C'est clair. Je te pose la question quand même plus précisément. Comment est-ce qu'on fait un beau portrait rapidement de quelqu'un qu'on ne connaît pas ?
Est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, moi je fais un mariage, j'ai des trucs pour aller plus vite. Les photos de couple, j'ai 20 minutes, je le sais, parce qu'au-delà, tout le monde en a marre, les invités, les mariés, trucs. Donc j'ai plein de trucs pour aller vite. Est-ce que toi, tu as des choses comme ça dans la rue? Au bout de 10 ans, j'espère. Oui, bien sûr. Par exemple, je le faisais pas au début, mais j'ai appris à le faire. Quand on regarde mon livre ou mes photos et on se dit, tu m'as dit ça tout à l'heure, c'est incroyable comme le décor va bien avec le sujet. Ouais, c'est la question Déjà, suivante. c'est mon obsession que le décor aille avec le sujet. Donc, évidemment, le décor est pour moi aussi important, au moins aussi important que le sujet. Donc, ultra important. Alors, ce que je fais, par exemple, quand je croise quelqu'un dans la rue, il ne m'a pas encore vu, j'utilise un petit peu mes vieilles ruses de l'époque où j'étais en photo volée. Je vais le suivre juste en le précédant pour pas qu'il me remarque, je peux changer de trottoir. Je vais le précéder en espérant qu'il rentre pas dans une boutique ou chez lui. Quelquefois ça arrive, je les rate au passage. Et je vais jusqu'au moment où je trouve un décor qui me plaît. Qui me plaît, qui ira avec la photo, ou je crois qu'il ira avec la photo. Quelquefois je me trompe. Et là je vais m'arrêter là, et je vais attendre qu'il arrive. Et quand il arrive, je dis bonjour monsieur, ou madame, est-ce que je peux faire une petite photo de vous ? Bah oui, pourquoi pas. Eh bien si on la faisait ça, tenez, mettez-vous là. Mais Parce que tu fais pas bouger les gens de 15 ou 20 mètres quand... ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver que j'arrête quelqu'un, je dis je peux faire une photo de vous, oui si vous voulez. Je dis écoutez, si ça vous embête pas, vous allez dans quel sens, ça vous arrange pas, je marche avec vous jusqu'à ce que je trouve un décor. Et ça peut arriver, puis quelquefois on discute et puis c'est sympa et puis j'ai toujours pas trouvé de décor. Puis au bout d'un moment je me dis, lui il me dit justement moi je m'arrête là, je dis alors faisons-la là, parce que c'est voilà, donc c'est deux techniques, mais en tout cas la technique de demander, d'attendre que l'endroit soit bien pour demander, c'est une technique qui est pas mal parce que ça évite justement de déplacer les gens et de les enquiquiner. Eux, ils le savent pas que j'ai... Oui, donc tu peux les suivre ou tu peux discuter avec eux, mais effectivement, ça reste l'exception de bouger loin, quoi. Oui, enfin, c'est toujours par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai pas envie d'embêter trop les gens, donc moi je les embête, mieux je me porte. Ouais, ok. Et eux aussi. Tu as parlé des fonds tout à l'heure, donc c'était une des questions qui venait juste après, de l'arrière-plan. Ton arrière-plan, on va parler des deux choses en même temps. Déjà, tu es toujours à grande ouverture, tu as toujours une profondeur de champ assez faible, même si on reconnaît clairement les endroits. Moi qui connais Paris, je reconnais souvent les rues et les endroits où tu es. Ce qui est assez rare en street photographie d'ailleurs, parce que souvent on ne sait pas trop où on est placé. Toi, on est capable de reconnaître les rues où on est, pas uniquement parce qu'elles sont écrites en dessous, parce qu'on peut connaître les endroits, on peut connaître les enseignes. Et accessoirement, l'arrière-plan répond à ton sujet, mais l'arrière-plan répond surtout aux couleurs de ton sujet. C'est une vraie, un vrai truc. Je m'en suis pas rendu compte au premier regard. C'est ce qui fait que les photos sont belles et qu'elles attirent le regard. Et en fait, c'est à force de feuilleter le livre que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait cet échange et ce jeu de réponse entre le sujet et l'arrière-plan, justement. Oui, complètement. Une photo, c'est un premier plan et un deuxième plan. La photo, c'est ça. Si je croise quelqu'un qui me plaît et que la lumière n'est pas terrible et que je trouve aucun fond, je vais la laisser partir. Ouais. Un peu comme un pêcheur qui laisserait partir un poisson trop petit, quoi. Ouais. J'ai pas ce qu'il me faut. Parce qu'il manque un truc, en fait. Dommage, il était super. J'espère que je le recroiserai. Mais je peux pas me permettre de le faire sur un mur de pierre. Ça n'ira pas. Ouais. D'ailleurs, tu me disais quelque chose par rapport au mur tout à l'heure. Oui, j'aime bien, c'est vrai, photographier les gens, souvent au milieu de la rue. Alors, au milieu de la rue, c'est une façon, disons... d'isoler la personne plus facilement parce que c'est au milieu de la rue que tu vas avoir la perspective la plus longue, la plus lointaine et qui va te permettre de partir le plus flou possible. Donc tout à l'heure tu parlais d'ouverture de diaphragme. Quand j'ai commencé à faire... J'ai toujours travaillé à faible ouverture parce que déjà pour des raisons pratiques, même en photo volée, quand il fait gris comme il fait là aujourd'hui, si tu veux avoir un peu de vitesse en photo volée de quelqu'un qui marche avec une pellicule pas forcément ultra sensible, en général tu es pas loin de la pleine ouverture. Ouais. Et donc quand j'ai commencé à travailler, à faire ce travail au 50 mm, à l'époque
par espèce de précaution, je me mettais pas totalement à pleine ouverture. Je devais fermer de 2/3. Tu vois, je devais photographier à 2,5 au lieu d'un 4 ou un truc comme ça. Et puis là, surtout depuis que je suis passé en hybride avec des optiques qui sont beaucoup plus piquées, là, je ne me pose aucune question. Toutes mes photos sont faites à pleine ouverture. Je n'ai même pas une question, je fais à 2,2 ou à 2,9. J'ai 1,8, mon optique, elle ouvre à 1,8. Toutes mes photos sont faites à 1,8, quasiment sans aucune exception. D'accord. Donc, je ne peux pas être plus flou. J'ai le flou maximum. Il n'est pas toujours très flou parce que c'est des photos larges. Parce que les gens sont en pied. Si ça pouvait partir un peu plus flou, ça m'irait. Je trouve que le rapport net-flou, le contraste net-flou, il est très fort en image. Et je le pratique. Et je le pratiquais d'ailleurs dans mon travail professionnel à outrance. Quelquefois, même les clients étaient un peu deg d'avoir le deuxième de leur objet qui était flou. Mais je leur disais, mais c'est ça, ou alors le fond va être net et réaliste, c'est moche. Alors, mais du coup, ça rend encore plus important les couleurs, parce que du coup, l'arrière-plan n'étant pas net, tout ce qui reste de l'arrière-plan, c'est les couleurs. Non, il y a les formes aussi. Non, il y a les formes, les couleurs, mais non, c'est pas forcément... Je pense que le contraste de couleurs, il est important quoi qu'il arrive. Mais c'est-à-dire que c'est pour une histoire de lisibilité. Je suis très obsédé par la lisibilité d'une photo. Je me rappelle que mon prof de photo souvent nous montrait une photo et nous disait si vous la regardez à 3 mètres, enfin à 10 mètres et que vous voyez rien, c'est que votre photo elle est ratée. Il appelait ça caca mouillette. Tu vois, c'était son... Et moi, je pense beaucoup ça, à la lisibilité. C'est vrai que le net flou est un moyen de rendre lisible une image, comme si on était effectivement en studio sur un fond ou autre chose. Ça permet de la nettoyer, en tout cas. En tout cas, une manière de faire ressortir le sujet. Il y a une chose qui ressort bien de tes images et qui est très très claire quand on lit le livre, c'est qu'un portrait, ça se fait à 2. Oui, carrément. À 2 ou 3 s'il y a 2 personnes. Ou à 4, mais c'est un échange. Oui, complètement. D'ailleurs, j'ai souvent cette punchline que j'utilise beaucoup, je l'ai mis dans mon livre, qui dit avant je faisais des photos des gens, maintenant je fais des photos avec les gens. Et c'est vrai que c'est une grosse différence. La personne va m'apporter tout ce que moi je ne maîtrise pas. Moi je maîtrise, j'essaye de maîtriser, je m'occupe de la lumière, du décor, de la composition. Le reste c'est eux. Le reste, c'est eux qui ont choisi de s'habiller comme ça. C'est pas moi qui ai choisi ces chaussures, c'est pas moi qui ai choisi. Je serais très embêté si c'est moi qui devais les choisir. L'expression qu'ils vont avoir, la pose qu'ils vont prendre, c'est eux. Et quelquefois, ça peut m'arriver de les orienter un peu, mais le plus rarement possible. Et en général, c'est pas très intéressant quand je le fais. C'était mieux quand je le faisais pas, quand c'est spontané. C'est la serendipity, le petit côté imprévu de la photo. Quand on va tout contrôler, de toute façon, mécaniquement, ça dépend des gens, parce qu'il y a des photographes qui sont très dans le contrôle. Je crois que c'est vraiment... on est autant de photographes qu'on est d'êtres humains. Il y a tous les caractères, il y a tous les styles. Il y a des gens qui sont patients, qui attendent des heures au même endroit pour faire une photo. Il y a des gens comme moi qui sont impatients, qui ne peuvent pas tenir plus de 3 minutes et qui sont toujours en mouvement. Il y a des gens qui contrôlent tout, il y a des gens qui contrôlent moins. Il y a des gens... Il y a un peu de tout. Il y a pas de bonne... il y a autant de bonnes méthodes que de photographes. Bien sûr. On est assez d'accord. La dernière grande partie de l'interview était sur le message. J'imagine que tu as un message quand même sous-jacent à tout ce que tu fais. Il y a plein de street photographes qui vont dire vouloir documenter une époque, mais finalement, c'est quoi une époque ? Je dirais un peu comme tous les autres photographes de rue dont tu parles que j'aime bien l'idée de documenter une époque. Effectivement, maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de documenter une époque telle qu'on le faisait dans les années 40 ou 50 avec tous les milliers d'images qui circulent aujourd'hui ? Je ne sais pas si on a tellement besoin de documenter une époque. Mais qu'est-ce qui va rester de toutes ces images ? Parce qu'en fait, elles ne sont pas sauvegardées. Ton image, elle va être de la durée de vie de ton smartphone à peu près, je pense, ou de 2 smartphones, 3 smartphones. Moi, il y a plein de photos numériques que j'ai faites à mes tout débuts numériques que je n'ai plus. Je ne sais pas où elles sont. Je sais pas. De toute façon, il restera toujours des tirages, des impressions, il restera toujours des images. Donc, tout ça pour dire, je peux dire que je veux documenter une époque, mais c'est pas tellement vrai. Message, souvent je dis que j'avais pas de message au moment où j'ai commencé ce travail. Que j'appelle travail d'ailleurs, mais que je pourrais appeler passion, parce que
C'est plutôt un plaisir d'aller faire des photos. C'est une envie de faire des photos. Je pense que nous, les photographes, beaucoup d'entre nous, ce qu'on aime, c'est faire des photos. Et il n'y a rien de plus triste qu'un photographe qui ne fait pas de photos. Ouais. Donc, pour ça, j'explique quand le camp a fermé, ça faisait 6 mois que je faisais des photos dans un camp. J'avais l'impression de faire quelque chose et tout d'un coup, je me suis retrouvé, qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai fait des photos sans me poser trop de questions. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, petit à petit, je me suis rendu compte que ces photos touchaient les gens plus que je ne m'y attendais. Ouais. J'étais assez surpris, pour te dire, que ça touche autant les gens. Et ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui touchait aussi les gens, c'était d'exprimer la diversité. Donc j'ai commencé à être plus ouvert à cette diversité. Puisque au début, moi, je viens d'une photo plus sociale. Ouais. Je faisais des photos plutôt dans les quartiers populaires, même le début de ce livre. Beaucoup de photos que tu vois sont faites dans le quartier de Barbès, mais ce sont plutôt des anciennes photos. Si tu regardes les dates, c'est plutôt les années 2015, 2016, 2017. Et après, il y a eu le confinement. Le confinement, je me suis rapproché du centre de Paris et j'ai redécouvert le centre de Paris. J'ai fait des photos dans le centre. Et après, je me suis rendu compte que dans le centre, on pouvait croiser à peu près tout le monde. Donc, la deuxième partie de ce travail, je l'ai fait essentiellement entre ici, le nord, et le centre, sur l'axe de la rue Saint-Denis, rue du Faubourg Saint-Denis, et ensuite dans le Marais, dans tout le centre de Paris, si tu veux. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait photographier. Si je voulais que ce travail continue à toucher les gens, il fallait que je m'ouvre plus, que je photographie des riches, des pauvres, des curés, des imams, des rabbins. Il fallait que des prostituées, des voyous, tout, faut que t'ailles partout, des policiers. Et plus je photographiais des gens différents, plus j'avais l'impression que ça devenait intéressant parce que ça devenait rassembleur, d'une certaine manière. Je me rappelle par exemple d'une scène il y a quelques années où j'avais photographié deux jeunes style un peu, comme on dirait, de cité, un peu dans leur survêt, ils avaient de la même couleur, et puis ils étaient là, ils me font une pose un peu hip-hop, tu vois, un peu street comme ça. Et puis 5 minutes après, je photographie deux gays, sans doute mariés, avec leur petite casquette d'une 60aine d'années. Et en fait, les deux, enfin les 4, ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux et en fait, à apprécier mon travail. Je me suis dit, mais c'est génial, j'ai réussi à réunir des gens qui, a priori, ne s'apprécient pas forcément. Eh ben, j'étais un lien entre eux, c'était super. Donc voilà, je me suis dit, je tiens un truc, continuons par là. Donc ça c'est le côté, le fond du travail. La forme, c'est la manière dont je l'ai fait, c'est l'esthétique, c'est les couleurs, c'est tout ça sur lequel je mets beaucoup d'énergie pour faire mieux, pour me maintenir, pour tout ça. Et de l'autre côté, il y avait cette forme qui prenait forme petit à petit. Donc il n'y a pas eu, il y a 10 ans... je vais faire un livre sur la diversité dans Paris avec des photos... Non, pas du tout. J'ai fait... Et puis petit à petit, ça s'est fait et je l'ai enrichi des remarques des gens qui me disaient, ce qui est bien dans ce que tu fais, c'est que ça. Ah oui, tu trouves intéressant. J'écoute ce que tu dis et voilà. Et petit à petit, j'ai fait mon petit, ma petite tambouille. Il y a un petit côté August Sander quand même qui se crée au fur et à mesure, non ? Alors, je connais pas très bien son August histoire. Sander, je connais ses photos, le livre, puisque évidemment, quand j'ai commencé à faire les photos de gens en pied, j'ai pensé à une photo qui m'avait marqué depuis mon adolescence, qui était ces photos de ces 3 types sur un chemin avec leur canne et leur chapeau, qui posent cette pose très posée, très assez fière. Et cette photo m'avait plu et je me souvenais que c'était d'August Sander, mais je connais pas tellement plus. Là, à Paris Photo, il y avait un grand mur avec beaucoup de ces photos. Je ne sais pas si c'était la totalité. J'y suis allé, mais j'ai pas vu ça. C'est à l'entrée, c'était vraiment à l'entrée. J'ai dû rentrer par la sortie. Je sais pas, mais enfin, ça a été dur à rater. Genre, tout le monde se prenait en photo, en selfie devant et tout. Et moi, je suis arrivé, comme on discutait déjà en fait d'enregistrer un épisode, ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit, peut-être dans Paris Photo, dans 100 ans,
c'est les tiennes en fait qui Possible. ouvrent ce Paris photo. Possible. Mais dans 100 ans, je serai bah, plus là pour en profiter. avec les Je progrès de la profiterai médecine. pas du champagne et tout. Maintenant qu'Elon Dommage. Musk est au pouvoir, il y a peut-être moyen que Ouais, on on verra. arrive à avoir la vie éternelle, on sait jamais. Mais non, mais ça m'a fait penser. Enfin, si tu veux, moi, ça m'inspire ça. Ça m'inspire le Jamel Shabazz. J'aime bien aussi cet esprit-là, même si c'est vachement plus ciblé. Jamel Ouais. Shabazz sur un endroit et une culture précise. Mais je trouve qu'il y a vraiment des liens et des inspirations en fait dans ce que tu fais par rapport à ça. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis connecté assez rapidement à ton travail en fait, parce que c'est des trucs que je trouve géniaux au départ. Et à la base, je t'avais dit, moi, je suis pas très portrait. J'aime pas pas que j'aime pas discuter avec les gens, mais effectivement, quand je fais de la photo, je fais de la photo et j'ai du mal à sortir de cet état d'esprit qui est peut-être une erreur de ma part, ou c'est peut-être l'état dans lequel tu étais pendant les 30 premières années. Et puis un jour, je vais me rendre compte que je suis allé complètement à côté et que finalement, ça la voie, quoi. Ça dépend de ce que tu veux obtenir, surtout. Parce que, effectivement, si tu. Comme tu disais, tu parlais tout à l'heure de dépasser le cadre de la photo. Aujourd'hui, presque tous les gens que je côtoie sont des gens que j'ai directement ou indirectement rencontrés dans la rue. Ouais. Donc, évidemment, ça dépasse la simple photo. Ça devient une façon de vivre. Ça devient autre chose. Et donc, à ce moment-là, j'entendais un photographe récemment à la radio qui expliquait que il n'aimait pas qu'on lui propose d'aller boire le thé quand il faisait des photos au Maroc, parce que c'était une perte de temps pour être tranquillement et discrètement dans la rue. Voilà, moi j'ai décidé avec ce travail d'accepter de prendre le thé. C'est une autre façon de faire. Ça dépasse la photo. La rencontre est plus importante que la photo. Et en tout cas, la photo n'existe pas sans la rencontre. C'est sûr. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Je sais pas. Pire moment. Moi j'oublie les mauvais moments, on va dire. J'oublie les mauvais moments. J'en ai vu un qui était pas mal. C'était, j'étais parti à New York il y a peut-être 6-7 ans. J'étais parti à New York dans le but de coller. J'avais déjà collé un peu là-bas des photos. Et là, j'avais décidé de mettre un grand coup. Je pars assez souvent à New York. J'aime bien y faire des photos. Et je me dis, je vais aller coller. Donc, je me rappelle, j'étais un petit peu fauché à l'époque. J'avais été obligé de payer un supplément pour prendre une valise en plus, parce que ça pèse lourd, les plaques. Et j'étais parti à New York avec un bon 90 plaques ou un truc comme ça, pas mal, une centaine de plaques, quoi. Et je me rappelle, j'arrive là-bas. Mon fils m'avait amené à l'aéroport à Paris et puis il m'avait dit, putain, mais t'es un fou, comment tu peux partir avec des trucs, autant de poids. J'avais la moitié sur le dos, l'autre à roulette, enfin bref. Donc j'arrive à Brooklyn, je tire tout ça jusqu'à chez mon pote, je monte les 4 étages sans ascenseur avec tous les trucs, j'arrive en nage et tout. Et je vais faire mon petit repérage, je repère un petit endroit dans Bushwick, qui est un endroit pas mal de street art en fait, parce qu'ils sont pas très street art à New York. Un endroit assez street art, là, je repère un bâtiment qui me plaît vraiment bien, je dis là il y aura un truc pas mal à faire et tout. Je m'organise, je pars la nuit, il pleut, je pars, je fais 45 minutes de vélo avec tout le matos sur moi, une 50aine de plaques, le ciment, tralala. J'arrive là-bas, je colle mes 45 plaques tout autour du bâtiment, trop content. Et j'arrive le lendemain, tout était retiré. Ah merde. Et là, j'avoue que ce jour-là, je me rappelle, j'étais en vélo, je traversais le Williamsburg Bridge et je me disais... Est-ce que je continue ou pas ? C'est vraiment... ça a été un moment où... et je pense que le temps, c'est assez long, c'est assez grand les ponts là-bas, donc je crois que le temps d'arriver de l'autre côté du pont, j'avais décidé quand même de continuer. Mais là, j'ai vraiment eu un doute. Ouais, là, ça doit faire mal quand même. C'est vrai que quand tu fais tout ça pour en arriver là et puis que ça tient moins de 24 heures, il y a une vraie question à se poser. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Meilleur moment... Après, carrière, c'est le mot carrière qui m'empêche un peu de répondre à tes questions directement, mais ma vie de photographe, peut-être, c'est ça que tu veux dire. J'en ai un qui est pas mal, c'est une photo que malheureusement, j'ai pas pu mettre dans le livre. Pourtant, j'étais pas loin, j'étais à 2 doigts, mais bon, une longue histoire que je raconterai pas. Mais c'était pendant une manifestation, je crois, bref, je sais plus ce que c'était. Et puis j'étais avec ma femme, on se promenait, c'était un dimanche. C'était la manif pour tous ou un truc comme ça. Moi, je savais même pas qu'il y avait cette manif, mais bon, je voyais des CRS, manif, voilà. Puis je marchais avec ma femme, puis tout d'un coup, je vois une petite dame, une petite vieille dame avec un manteau
un manteau de léopard et puis ses petits talons et direct je dis à ma femme excuse-moi 2 secondes et je m'approche de cette dame pour lui demander si je peux la photographier et puis à un moment où je m'approche d'elle, elle se rapproche d'un CRS pour aller lui demander par où faut passer ou quelque chose comme ça. Et moi, dans mon élan, j'arrive et je dis « Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que je peux faire une photo de vous ? Peut-être d'ailleurs avec ce bel homme. » Et là, je leur laisse pas vraiment le temps de répondre. Je me recule, histoire de les avoir en pied tous les deux. Elle pose la main sur le bouclier du CRS et je fais la photo. Et j'étais tellement heureuse ce jour-là. Je savais que j'avais fait une sacrée photo et elle fait partie de mon top 10, mais malheureusement j'ai pas pu le mettre parce que j'ai réussi à retrouver le CRS après des années, des mois de recherche et je pensais qu'elle dirait oui tout de suite parce que je l'avais déjà recroisée, puis finalement elle a dit non. C'est dommage. Donc j'ai pas pu la mettre, mais c'est vrai que c'était un moment très agréable. C'est triste d'avoir une photo qu'on adore et qu'on peut pas... C'est pas grave, je la colle dans la rue. Non, je la chercherai alors. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors, moi, je ne fréquente pas beaucoup de photographes. Je te dirais qu'il y a un ami à moi qui a fait la même école que moi, qui s'appelle Claude Ferrara, qui photographie aussi bien les animaux dans les zoos que les gens dans la rue. Et il a toute une série sur C'est un monsieur qui est un peu plus âgé que moi. Ouais, une quinzaine d'années plus que moi, et qui photographie des jeunes filles avec quelque chose que je trouve assez unique. Ouais, je vais aller voir, je le connais pas, mais je vais aller jeter un petit coup d'œil à ça, et puis on discutera hors antenne pour une mise en relation. Ça marche. On est pas mal déjà, on a déjà 1h40 d'enregistrement. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu chez toi. Ça a été long, mais ça valait vraiment la peine de se rencontrer. Eh bien, écoute, c'était un plaisir, Julien. Merci, à très bientôt Jean-Baptiste. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.